presque 10 heures et donc nous sommes prêts, en tout cas ici, dans ce webinaire Moi sans tabac dans les Hauts-de-France. Nous allons démarrer parce que je sais, et vous avez encore la possibilité d'aller boire un verre d'eau, d'aller vous chercher du café, de bien vous installer. On va démarrer vers 10h02 pour que tout le monde puisse bien caler sa caméra, pouvoir aussi s'installer confortablement parce que le sujet est crucial ce matin. Dans ce webinaire Moi sans tabac, nous allons parler de craving, de gestion de la reprise du tabac. Nous avons la chance d'avoir deux intervenants que je vais présenter, mais ils pourront aussi compléter mes propos. Bonjour à vous, je suis Marie-Ange Testelin. J'occupe aujourd'hui la fonction de directrice de la Société française d'alcoolologie, mais longuement, bien évidemment, travailler dans la prévention du tabagisme, voire même aussi fait des consultations de tabacologie dans les Hauts-de-France. On va dire que de toute façon, quelle que soit l'entrée, hein, le co-usage est aussi important. Voilà d'où je me situe. Donc vous savez que ces webinaires sont une idée des Hauts-de-France pour pouvoir aussi, on va dire, réinterroger les pratiques professionnelles des professionnels de santé qui œuvrent auprès des fumeurs, mais c'est aussi travailler, on va dire, les pratiques professionnelles, mais aussi les postures, mais aussi accéder à de la connaissance. Vous savez que chacun d'entre nous n'avons pas la chance d'aller à des multiples congrès, s'inscrire à on va dire, à des webinaires. Et donc, c'est l'occasion dans cette campagne Moi sans tabac de remobiliser tous ces professionnels à pouvoir agir. Et donc, merci à vous, docteur Julien Cabé, hein, psychiatre addictologue, service d'addictologie et pathologie duel au CHU de Clermont-Ferrand. Moi, j'ai écouté plein de fois vos propos. Ça me plaît ce que vous allez nous dire aujourd'hui sur ce sujet. Et vous êtes accompagné du docteur Nicolas Cabé, qui est bien psychiatre addictologue, service d'addicto au CHU de Caen. Et vraiment, nous avons deux addictologues qui ont regardé, qui ont beaucoup travaillé aussi sur la notion du tabac, pour pouvoir nous parler de ce sujet. Donc, je vous dis, les patients aujourd'hui fumeurs sont quelquefois complexes. Hein, on le sait, on a tous été formés, et on ne va pas reprendre aussi, mais peut-être vous allez le reprendre dans votre propos, le cercle de Prochaska di Clemente, qui nous dit que la reprise fait partie d'un chemin. Hein, et d'un chemin sur la conquête de l'arrêt, hein, et que à chacun sa gestion. Et on va voir ces circonstances favorisantes qui font que l'on reprend, hein, ou qu'on a des envies répressives. C'est pour ça que les deux sujets sont entiers, entre le craving et la gestion de la reprise. C'est vraiment deux beaux sujets. Donc, je vous ai demandé de nous rééclairer, hein, sur ces concepts-là, sur ces propos-là. Et je vous remercie aussi d'avoir travaillé sur des cas cliniques où nous pourrons réinterroger le chat. Et c'est pour ça que là, la fonction chat est là pour vous, hein, qui êtes derrière votre écran, pour nous dire ouvrez cette fonction chat et posez vos questions et voire même suggérez-nous pendant ces vignettes cliniques peut-être vos positionnements. Donc c'est un peu comme ça. Et la troisième question que je vais poser, et je vous remercie, c'est que vous allez nous donner la possibilité d'avoir réaccès et de rendre votre diaporama réaccessible pour les participants. Merci à vous. Donc, je ne sais pas, il est 10h03. Vous voyez, je suis pas mal dans l'introduction. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Ange. Et donc, bonjour à tous. Je vais commencer à prendre la parole. Vous allez voir, c'est un peu, un petit peu difficile. On va se ressembler beaucoup. Il y en a à peu près la même voix, a priori, même si nous, on s'en rend pas tout à fait compte. Et on est très content avec Nicolas de participer à cette 9e édition des webinaires Moi sans tabac.
et notamment sur ce sujet du craving, qui est un sujet sur lequel on travaille effectivement beaucoup, qui est le sujet central de notre post-doctorat à tous les deux, puisqu'on a décidé de travailler ensemble sur cette question pour travailler alors plus vite, je ne sais pas, mais plus fort, ça c'est certain. Et donc, on va avoir plaisir de vous présenter cette question du craving. Je vais voilà, réussir à faire avancer. Tout d'abord, en reprécisant un petit peu l'évolution du concept de craving, qui est un concept finalement assez récent, puisqu'on verra, là, il est apparu formellement dans la nosographie qu'en 2013, c'est pas si vieux. Les aspects de définition, on passera aussi sur les aspects neurobiologiques, parce que pour comprendre l'addiction et arrêter de stigmatiser l'addiction, l'idéal, c'est quand même de comprendre comment elle fonctionne et d'où elle vient. Et les neurosciences nous éclairent à ce titre. Et puis, donc, troisième point, on verra là l'intérêt du craving en pratique. Et là, notamment, on s'interrogera sur comment on va évaluer cet aspect dans la perspective, on le verra, de son rôle, notamment pronostic sur la rechute. Et puis, un quatrième point sur les approches thérapeutiques pour pouvoir voilà, rebalayer un petit peu ensemble ce qui existe aujourd'hui, les perspectives aussi qui existent. Et puis, on discutera ensuite, pour terminer, sur des petites vignettes cliniques. On a pris des cas un petit peu caractéristiques hein, des questions que les patients peuvent nous poser. Donc, n'hésitez pas effectivement à poser des questions. On pourra faire une mini pause entre chaque partie si vous avez vraiment une question spécifique. Et puis, sinon, on discutera ensemble à la fin. Je suis Voilà. garant du chat. Je vais Voilà. essayer de jouer ce rôle de médiation. Vous savez qu'on est 40 autour de la table aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, on est lancé. Voilà. N'hésitez pas. Oui, puis moi, je vois pas le chat, donc n'hésitez pas à me couper. Allez, on est parti sur les définitions. Donc, effectivement, le concept de craving, c'est un concept qui a beaucoup évolué. C'est un concept aussi qui s'est construit de manière progressive. Ça, c'est assez notable. On voit que le craving, il s'est étoffé, en fait. Il s'est épaissi d'une certaine couche, on le verra, de dimension clinique. Donc c'est un concept qui finalement est relativement ancien quand on regarde l'historique originel avec Wickler en 48 qui évoquait déjà ce pathological desire et on verra que ça correspond à peu près à ce que les Anglais, c'est de ce terme-là que les Anglais ont tiré le craving. Donc c'est une envie extrême de consommer et de ressentir les effets du produit poussant l'individu à sa recherche, ça c'était la définition de l'époque. Et donc c'est un état motivationnel qui est très subjectif, qui est souvent du coup irrationnel vu de l'extérieur et qui implique la notion d'impulsion à rechercher le produit ou le comportement, mais aussi à le consommer ou à réaliser le comportement de manière compulsive, c'est-à-dire de manière répétée et souvent inadaptée. On sait depuis 1997 que c'est aussi un facteur de maintien de l'addiction, de gravité aussi, de sévérité de la pathologie, de rechute, de dépendance et aussi d'avoir des comorbidités. Donc un intérêt clinique qui est évident, un intérêt scientifique aussi qui émerge depuis ces 50 dernières années, avec plus de 10 000 publications en cours, et notamment beaucoup ces 10 dernières années, on voit que c'est un symptôme qui a vraiment pris une ampleur importante. Donc, dans la définition qu'on pourrait avoir aujourd'hui, vous verrez, elle est normande, même si c'est pas moi le normand de ce Simpo, parce qu'on sait pas bien, en fait, au final, comment le définir. On voit bien tout ce que c'est, mais en fait, on a du mal à y mettre des mots très, très clairs. Donc, c'est l'envie ou le besoin, moi je préfère besoin personnellement, irrépressible de consommer une substance ou un comportement gratifiant, alors qu'on ne veut pas vraiment, on ne le veut pas vraiment, et en tout cas pas à ce moment-là. Donc, c'est vraiment la notion d'envie égodystonique, opposée finalement à ses valeurs et à ses souhaits, qui va être très puissante, qui va être très envahissante. Il y a aussi un aspect involontaire de ce craving qui est retrouvé, avec donc là vraiment la notion on verra, de boucle hein, qui amène à la perte de contrôle et à la rechute. Et c'est un concept, un phénomène qui est donc complexe parce qu'il est notamment multidimensionnel, on le reverra, et surtout, et c'est là le plus embêtant peut-être pour nos patients, il est durable sur plusieurs années, à la différence des autres symptômes. Et quand on regarde les symptômes actuels des addictions, c'est le seul peut-être symptôme qui a une telle capacité à perdurer dans le temps et qui a un tel polymorphisme de dimension. C'est donc en tout cas très bien identifié, notamment par l'équipe bordelaise du professeur Oriacom, comme un facteur de risque de rechute et donc de poursuite des consommations. Alors, quelques modèles théoriques, et on verra que ça a guidé c'est un travail que je vais vous présenter plus tard. Modèle du conditionnement, donc le craving qui est une réponse automatique et inconsciente face à certains stimuli auxquels on a été conditionné. Le grand classique, hein, le café-clope, café-cigarette. On est conditionné par notre environnement professionnel parfois à associer les deux. Et donc, effectivement, vous voyez que le conditionnement fait que le craving va être déclenché par ce même environnement, ce qu'on va appeler les cues.
le modèle cognitif, où le craving va être le fruit du processus un peu plus complexe du traitement de l'information, on va avoir des aspects de distorsion, en tout cas de cognition erronée qui vont amener à la génération de craving parce qu'on prend mal en considération le contexte. Le modèle psychobiologique, c'est le craving comme raison et résultant de l'influence de différents processus neurobiologiques que Nicolas va vous expliciter dans la partie suivante. Et puis le craving sur un modèle motivationnel où on va être sur un modèle qui va être un modèle d'ambivalence, approche-évitement. Voilà, donc toute une série de modèles qui, on le verra, vont générer tout aussi un panel d'outils d'évaluation. Donc le craving, on l'a vu, facteur de risque de rechute, facteur de risque de rechute par plein de dimensions et plein de dimensions oui, qui vont être impliquées. Donc, notamment, les dimensions qu'on va retrouver, c'est toutes les dimensions de pensée, hein. On sait bien que ce qui va pouvoir générer le craving, c'est vraiment les pensées, la pensée récurrente d'avoir envie de consommer. Et cette pensée, et c'est là où des fois il y a un distinguo qui est à faire avec les patients. Il y a l'envie un peu permanente, ça c'est un des critères de dépendance aujourd'hui. Et puis il y a les envies beaucoup plus, les besoins, c'est du coup beaucoup plus intenses qui vont être le craving. Et donc il y a un pont entre les deux qui existe. On sait aussi, pas du tout simuli, mais stimuli. Je mets une petite coquille. Les stimuli ou les cues, les déclencheurs, on sait que tout ce qui va être associé à la consommation va être encodé, mémorisé, et donc va pouvoir régénérer ou régénérer l'apparition de craving même longtemps après. C'est tout bête, hein, mais si vous fumez tout le temps avec la même musique, et ça peut être un truc idiot comme une musique d'ascenseur, le simple fait de réentendre cette musique va pouvoir redéclencher l'envie de consommer. Et comme on a une tendance, les humains, à être très ritualisés pour se rassurer, eh ben, déritualiser fait aussi partie du travail pour éviter que le craving revienne. Le contexte, hein, là aussi, le contexte global, le contexte social notamment est très important. Hein. Le simple fait de fumer avec des personnes qu'on apprécie, le fait de les revoir va redonner éventuellement l'envie de consommer et donc déclencher du craving. Et puis bien sûr l'aspect émotionnel. Hein, on associe souvent la consommation de toutes les substances d'ailleurs à certaines émotions. Hein, consommer des psychostimulants quand on est plutôt triste. Et donc, quand on est triste, bah, le cerveau, il redemande un peu de stimulant pour aller mieux. Consommer du tabac parce qu'on a envie de se concentrer avant d'aller bosser. Donc, c'est pareil. Tout ça, ça va se mettre en lien et ça va du coup potentiellement aller amener le patient vers la rechute. Alors, comment on l'évalue ce craving? On va le voir qu'il y a plein d'aspects différents qu'on peut évaluer sur ce symptôme. Le simple fait qu'il soit présent, ça c'est une question qu'on pose très souvent en suivi. Est-ce que vous avez du craving, oui ou non? Vous voyez que c'est un peu réducteur, mais c'est quand même déjà très bien de le demander. Ensuite, et ça c'est ce qu'on fait très souvent, c'est l'intensité. On verra qu'il y a des outils qui existent pour cela. On évalue souvent le niveau un petit peu de puissance de ce craving. Sachant que ce qui est compliqué, c'est qu'on évalue à un instant T alors que c'est un processus qui est plutôt variable dans le temps et même dans la journée. Donc, on essaie des fois de faire des moyennes. On leur dit bah, sur 7 jours à peu près, sur un mois. Et vous savez très bien que sur un mois, on peut passer de 2 à 10. Et donc, finalement, c'est une mesure qui est intéressante, mais qu'il faut répéter si on veut vraiment qu'elle soit utile. Ensuite, on va pouvoir évaluer les dimensions cliniques. On verra qu'il y a des outils qui existent aujourd'hui pour essayer d'évaluer ça. Et puis, il nous paraît aussi intéressant, nous, de dire qu'il faut aussi évaluer tous les déclencheurs potentiels. Et ça, c'est un vrai travail qu'on fait notamment en thérapie cognitivo-comportementale, d'aller rechercher toutes les situations déclencheuses pour essayer de les désamorcer avant que ça puisse faire réapparaître du craving. Donc, si on résume, le craving, c'est un processus très individuel. Il n'y a pas de craving, il y a des cravings probablement. Donc, variable selon les individus. Les femmes, d'après certaines études, auraient des cravings un petit peu plus intenses que les hommes. Les sujets alexithymiques, donc qui ont du mal à verbaliser, percevoir leurs émotions, auraient aussi des niveaux un petit peu plus faibles de craving, à l'inverse des individus plus impulsifs ou plus à la recherche de sensations et de nouveautés. On a un lien qui est inversement proportionnel avec le sentiment d'efficacité personnelle. Et ça, c'est intéressant, hein, c'est qu'on voit bien que nos patients, ils sont souvent motivés à changer, mais ils ne se sentent pas du tout en capacité de le faire, ils ne se sentent pas efficaces. Et donc, vous voyez, c'est ceux-là qui, d'autant plus, auront un craving plus puissant. Donc, c'est vraiment intéressant parce que quand eux, ils le déclarent, ça, qui pensent ne pas y arriver, bah, ils ont raison, probablement, parce que c'est eux qui vont être plus en difficulté. Et puis enfin, on a des liens avec des facteurs de stress et les affects négatifs, voire positifs. Et là, on va avoir tout ce qui va être notamment distorsion cognitive et puis croyances permissives. Des facteurs qui sont liés aux consommations. Alors, globalement, le craving, on va le voir dans à peu près tous les objets d'addiction. Quelques variabilités liées aux produits, mais qui sont encore en cours d'étude. On n'a pas vraiment d'idée de savoir s'il y a des cravings spécifiques. Ça semble pas forcément être le cas. On sait en tout cas que le craving à la nicotine, comme la nicotine est bien plus addictogène en termes de puissance addictive, elle a un craving qui est a priori quand même plus intense que celui de l'alcool.
Et on sait qu'on a une influence des consommations sur le craving des autres substances. Par exemple, majoration du craving de tabac après la consommation d'alcool, puisque souvent les substances sont associées. Et donc, consommer une des substances qui va apaiser un mécanisme physiologique ne va pas forcément apaiser les autres mécanismes physiologiques. Et donc, l'envie et le craving va réapparaître. Des facteurs environnementaux, enfin, des stimuli qui vont être associés à la consommation, on l'a vu, qui vont être capables d'induire ce craving, une plus forte influence des facteurs personnels et individuels, par exemple, que des facteurs généralistes. Donc, on montre souvent en thérapie des paquets, des bouteilles, des photos, des choses comme ça. On sait que ce qui va déclencher des cravings beaucoup plus puissants, c'est leur bouteille, leur paquet, leur balcon, leur cage d'escalier. C'est ces stimulations-là qui seront les plus puissantes. Et donc, même si tout se passe bien au cabinet ou au XAPA, bah, peut-être qu'à la maison, c'est plus dur quand même. Il faut bien qu'ils en aient conscience. Les facteurs relationnels, tout ce qui va être conflit, pression sociale, hein, on le sait, joue un rôle important dans ce craving. Ils vont pouvoir l'augmenter. Et puis enfin, la disponibilité de la substance et la possibilité de consommer. Et là, bah, si on parle de tabac et d'alcool, on ne peut pas dire qu'en France, on n'est pas ultra exposé. On a une exposition qui est majeure à ces substances ou au marketing de ces substances. Et donc, c'est un vrai travail d'arrêter de fumer et de ne pas refuter. Ça ne dépend pas que des gens. Voilà, donc on a vu l'offre, l'accessibilité, dans les contextes, hein, bien sûr, l'effet d'amorce, donc le déclenchement du craving par des expositions indirectes aux produits, par exemple la fumée ou la prise d'autres substances addictogènes, la caféine. Hein, on a un débat en ce moment là sur est-ce qu'il faut interdire en terrasse. Alors, les fumeurs, certains nous disent foutez-nous la paix, et ben, nous on leur dit aussi foutez-nous la paix à nous aussi. Après tout, c'est réciproque. Donc en tout cas, on voit que c'est un facteur déclencheur de craving pour ceux qui voudraient arrêter. Les circonstances liées au contexte extérieur, un fumeur sevré qui éprouve un besoin de cigarette après un bon repas ou suite à un stress par exemple, donc un environnement qui était connu, ou un patient qui souffrait d'addiction à des produits illicites, qui voit des seringues, qui voit l'enseigne d'une pharmacie, qui entend certaines chansons qui vont lui rappeler son contexte de consommation et qui vont redéclencher des envies. Les processus émotionnels, donc le sujet qui va ressentir des sentiments habituellement associés à la drogue, comme la honte, la culpabilité, l'hétéro-auto-agressivité, voire l'euphorie, ce qui va aussi là pouvoir, à titre très individuel, redéclencher du craving. Voilà, donc ça, on va passer rapidement. Et ça, c'est ce que je vous disais, les stimuli standards versus individuels. Plus le stimuli est individualisé et plus le craving va être fort. Donc en thérapie, ça nous intéresse de travailler sur ces stimuli individuels. Pardon, et en pratique, il faut vraiment les identifier avec le patient pour pouvoir savoir exactement où on va tomber juste. Voilà, s'il y a quelques questions, on peut faire un tout petit intermède, et puis sinon, je passerai la parole à Nicolas. Ouais, je pense. J'ai justement, sur cette première partie, demandé dans le chat de poser toutes les questions, voire des commentaires par rapport à ce qui vient d'être posé. Je n'en ai pas. Nous sommes 47 autour de la table, quand même. C'est Donc, chouette. il doit y avoir des questions. Allez-y. Moi, c'est toujours cette notion de variabilité liée au produit, et Hmm. notamment au produit, puisqu'on sait que la nicotine a différentes formes aujourd'hui. Il peut avoir différentes, on va dire, usages. Hein, donc, est-ce qu'il y a des choses là-dessus entre cigarettes électroniques, combustion? Non, je ne sais pas. Alors, sur le craving, a priori, en tout cas sur les aspects d'intensité, c'est vraiment la dose probablement qui va être le plus marquant, puisque c'est le pic finalement de concentration de produits et du coup de dopamine qui va pouvoir probablement avoir une action sur ça. Après, sur les dimensions cliniques, là, c'est un vrai travail que nous, on est en train de mener pour essayer de comprendre si ce sont les mêmes dimensions cliniques, mais je ne spoil pas parce qu'on va en reparler un petit peu après. Oui, En tout cas, dans le craving, c'est vrai qu'il y a une composante très importante qui est l'urgence à consommer. Et c'est vrai que pour ça, le tabac qui monte très haut et qui se dégrade assez vite est le plus fort. Hein. C'est sûrement un des champions du craving parce que dès qu'on coupe l'arrivée, il y a une envie qui commence à monter, monter, monter. Là où d'autres produits qui sont un petit peu plus long d'action avec une dégradation un petit peu plus lente oui. vont moins générer. Donc probablement que sur les formes de tabac, enfin de nicotine d'aujourd'hui, Mhm. si on avait des formes qui étaient un petit peu moins, qui donnaient des pics un petit peu moins puissants, enfin, un peu comme les substituts en fait, hein, quand on Oui. réfléchit, mais Hum. voilà, qui n'ont pas un usage du coup accru. Voilà, il faudrait peut-être un intermédiaire entre les substituts et des produits nicotine avec des pics moins puissants, probablement. Oui.
Moi, ça me va. C'est d'ailleurs ce qui sans doute fait aussi le succès de la vape, hein, c'est que on a un produit qui est plus accessible que le tabac parce qu'on peut l'utiliser dans des zones où le tabac est interdit et avec des pics plasmatiques et cérébraux de nicotine qui sont pratiquement, voire même plus rapides et tout aussi puissants qu'avec le tabac. Oui, Donc, c'est intéressant, vous voyez, parce que dans ces notions de craving, quand vous avez parlé de variabilité liée au produit, ces questions que vous venez de poser sont tout à fait intéressantes et en tout cas compréhensibles, hein, dans la façon de, de, de transmettre aussi l'information, hein, donc, aux patients. Non, je ne vois pas, mais allez-y, je ne vois pas, donc on peut on enchaîne. poursuivre. On peut poursuivre. On Allez-y, enchaîne. Eh Nicolas. ben, c'est la Normandie qui reprend la main, du coup. Alors, je suis désolé, vous voyez des petits morceaux de lumière sur moi, parce que pour une fois, il y a du soleil en Normandie. Donc, j'ai eu beau fermer mon volet, j'ai quand même des Nous petits... aussi, on va pas s'en plaindre. Donc cette partie neurobiologique, elle a pour objet, comme disait Julien, à la fois de vous fournir des éléments de déstigmatisation, pardon, en ancrant vraiment l'addiction comme une maladie chronique du cerveau qui résonne avec un environnement, et aussi pour amener des éléments de réflexion autour de qu'est-ce qui fait que ce fameux craving existe, d'où il vient, quelle est son origine. Puisque donc Julien vous a parlé du craving de manière on va dire monolithique en vous disant bien quand même qu'il y avait plein de dimensions derrière, en vous disant que ce craving il pouvait fluctuer au cours de la journée et en fait il va même aussi fluctuer au cours du parcours de vie du patient et de son parcours de consommation. Donc là c'est une illustration qui prend l'exemple de l'alcool mais pour le coup on peut retrouver des schémas absolument identiques ou en tout cas très fortement similaires dans beaucoup d'addictions avec au départ un craving qui va plutôt être médié par ce qu'on va appeler le renforcement positif, c'est-à-dire le fait d'observer qu'un comportement va amener une forme de récompense, de répéter ce comportement et de voir que la récompense se maintient, et ainsi générer une forme d'apprentissage, d'automatisme qui vont générer des biais de motivation et d'approche en faveur de la réitération du comportement. C'est tout à fait ce qui est à la base d'ailleurs des phénomènes d'apprentissage, hein, qui vont faire qu'en fait le patient apprend littéralement à fumer, apprend littéralement à boire, apprend littéralement à sniffer. Et cet apprentissage, dans notre malheur, il se fait dans la mémoire la plus solide qui existe, qu'on appelle la mémoire procédurale. Cette mémoire des automatismes qu'on mobilise par exemple quand on apprend à faire du vélo. Et on sait bien que le vélo, bah, une fois qu'on sait faire, on sait faire et ça s'oubliera jamais. Donc on peut derrière apporter, et c'est ce qu'on verra dans le volet thérapeutique, d'autres automatismes qui vont s'apprendre, mais on n'effacera jamais l'automatisme sous-jacent qui peut tout à fait revenir, comme le disait Julien, sur un événement de vie, par exemple, où on vient avec un tout petit déclencheur initial relancer un script comportemental surappris. Donc, finalement, on a cette phase initiale vraiment où c'est la récompense, le plaisir qui va vraiment motiver le comportement de consommation. Et puis, au fur et à mesure où la consommation va se répéter, le corps et notamment le cerveau va s'adapter à cette présence continue de substances et passer de ce qu'on appelle l'homéostasie, donc un état d'équilibre avec soi, un état d'allostasie, un état d'équilibre avec le produit. Et pour ce faire, eh ben, très classiquement, il va faire en sorte de rendre moins efficace le système dopaminergique, ce qui veut dire que une même stimulation va générer un signal plaisir moins important derrière, ce qui fait que ben, plus on va avancer et moins le renforcement positif va être intéressant. Et on arrive au bout d'un moment dans des situations assez classiques où le patient vous dit qu'il ne sait même plus pourquoi il consomme, il vous dit je consomme par habitude, par automatisme, sans qu'il y ait vraiment de plaisir derrière. Par ailleurs, le reste du cerveau va s'adapter aussi et se mettre à l'équilibre avec le produit, ce qui fait que à chaque tentative d'arrêt, on va avoir le craving qui émerge de manière extrêmement forte, mais aussi toute la symptomatologie de manque qui se rajoute. Et là, on a un vrai effet bâton pour le patient qui va être puni finalement de ces tentatives d'arrêt. C'est ce qu'on va appeler le renforcement négatif, avec cette fois-ci des consommations qui viennent pour éviter un état de mal-être. Et là, vous voyez bien comment le patient est coincé, puisque d'un côté, on a finalement cette velléité d'obtenir du plaisir, ou en tout cas l'illusion qu'on pourrait obtenir du plaisir dans la consommation, et de l'autre, la certitude que ça va très mal se passer si la consommation n'a pas lieu. Et donc, on bascule comme ça d'un craving de récompense au départ à un craving de soulagement, et qui sont sous-tendus derrière par au départ un renforcement positif, puis un renforcement négatif.
Ce switch-là, cette bascule de l'un à l'autre, va aussi, on peut la conceptualiser, pardon, autour des deux concepts d'impulsivité et de compulsivité. Donc, au départ, un renforcement positif prédominant, un comportement plutôt impulsif qui va finalement chercher à obtenir une récompense sans qu'il y ait un craving très important et surtout, il n'y a pas d'effet anti-récompense, il n'y a pas d'effet punitif à l'arrêt du produit. Et puis, progressivement, on va passer à la compulsivité avec un craving très important. On anticipe beaucoup, on est très envahi par l'idée d'obtenir le produit. Un effet récompense qui n'est pas spécialement intéressant et un effet anti-récompense, par contre, qui est particulièrement punitif. Et c'est là qu'on va passer dans euh, l'envie, de l'envie, pardon, au besoin, ce que Julien vous présentait dans la définition du craving, ce que les Anglais appellent le liking et le wanting, hein. Donc, au départ, c'est j'aime, et puis j'aime, j'ai envie, et puis on va jusqu'à j'ai besoin, c'est indispensable pour moi. Tout ça est sous-tendu par le fameux circuit de la récompense que vous connaissez vraisemblablement tous. Donc ce circuit, en fait, ce sont différentes structures du cerveau qui travaillent en réseau, parmi leurs multiples autres fonctions, qui semblent être quand même absolument indispensables à la survie de l'espèce, puisqu'il est présent chez quasiment l'intégralité des mammifères. Donc il a manifestement à un moment représenté un avantage sélectif suffisant pour être vraiment sélectionné de manière forte par l'évolution. Son fonctionnement est finalement relativement simple, c'est que on a des neurones qui partent d'une région extrêmement primitive du cerveau qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale, qui est, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais qui est à ce niveau-là, hein. Donc c'est vraiment une structure très primitive qui va projeter des neurones. Merci Julien, qui va projeter des neurones vers le noyau accumbens, qui est, elle, est une région du striatum, de la partie ventrale du striatum. Ce noyau accumbens, c'est vraiment, pour faire très schématique, hein, c'est vraiment le panneau de signalisation du plaisir dans le cerveau. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va forcément générer le plaisir, mais c'est lui qui va signaler qu'il y a du plaisir à ce moment-là, et c'est la dopamine qui fait ce travail-là. Donc, quand on a par exemple une consommation de tabac ou d'alcool, eh bien, on va avoir un effet de ces produits sur différents systèmes de neurotransmission, comme le système cholinergique, le système opioïdergique, le système cannabinoïde, mais aussi sur le système dopaminergique. Et on a vraiment donc ce plaisir qui est associé aussi à la signalisation du plaisir. Mais ça, vous l'avez aussi pour une gaufre avec du Nutella, comme l'a mis Julien en illustration sur cette diapo. Vous l'avez aussi quand vous rentrez dans une boulangerie. Et donc, ce qu'on a même pu montrer, c'est que finalement, quand vous avez du plaisir à manger une tartelette aux fraises, eh bien, le simple fait de rentrer dans la boulangerie sans même l'avoir mangé, sans même avoir consommé, on a déjà un pic de dopamine qui s'enclenche. Et ce pic de dopamine, il va biaiser la motivation, biaiser l'approche, les biais d'approche en faveur de l'achat de cette tartelette. Et c'est d'autant plus vrai que vous avez faim. Ça, vous l'avez tous vu, je pense que quand vous faites les courses en ayant faim, on achète beaucoup plus de choses que ce qu'on aurait dû, parce que ce pic de dopamine qui vient finalement orienter le comportement, il est en plus embarqué dans tout un côté émotionnel et interoceptif, sensoriel, qui va favoriser le comportement. Donc on a ce signal plaisir qui apparaît au niveau du noyau accumbens. Et puis tout ça, c'est connecté avec le cortex frontal qui va contrôler l'action, le striatum, merci Julien, c'est génial le panneau de signalisation, le striatum dorsal qui va gérer les automatismes, l'amygdale qui va gérer les émotions, le système limbique et notamment l'hippocampe qui va stocker tout ça en mémoire. Et vous voyez du coup un petit peu tout ça qui se dessine, une émotion de plaisir qui est encodée en mémoire, qui crée des automatismes et la motivation qui augmente à réitérer la consommation. Au départ, sur un cerveau qu'on va appeler normal, on a finalement donc ce concept de récompense qui est stocké en mémoire, la motivation-réaction, et par-dessus tout ça, le contrôle du cortex cérébral, et en particulier du cortex frontal et préfrontal, qui permet de faire une forme de balance à peu près équilibrée, et parfois céder, parfois ne pas céder. Dans un cerveau de patients qui souffrent d'addiction, ce contrôle cortical se fait moins, voire pas. Et on peut rapidement tomber dans une espèce de tourbillon entre la récompense, la motivation et tout ce qui est stocké en mémoire, avec ce que Damasio appelait la myopie du futur, c'est-à-dire que face à la perspective de consommer, le patient voit l'immédiat, voit la récompense immédiate et oublie complètement les conséquences à venir. C'est pas tant que c'est banalisé ou que c'est pas connu, parce que le patient vous le dira très bien, mais je comprends pas comment j'ai fait pour consommer, alors que je sais très bien que ça me fait du mal, mais au moment où ça arrive, le cortex cérébral est complètement mis de côté et n'entre plus malheureusement dans l'arbitrage. Ça va faire partie aussi de ce qu'on peut travailler dans les outils psychothérapeutiques qu'on verra à la fin du diapo.
Bon, on peut passer ça, Julien, parce que du coup, je l'ai vu. Si ce n'est dire que le craving, quand même, dont parle beaucoup aujourd'hui, il semble être quand même sous contrôle de l'insula, qui est une petite structure cérébrale qui a, entre autres, comme mission de venir récupérer, traduire et intégrer toutes les sensations interoceptives, donc toutes les sensorialités qui viennent de l'intérieur du corps. Et donc, ça, vous l'avez, vous pouvez le conceptualiser. C'est par exemple la faim. La faim, elle n'est pas tout à fait la même chez tout le monde, mais on a toute une série de symptômes qui, mis bout à bout, mis ensemble, sont traduits comme étant de la faim. Et donc, on comprend que le gargouillis, la langue sèche, je ne sais quoi, ça va en fait représenter de la faim. Et donc, c'est ce que fait l'insula pour le craving. Alors la nicotine, c'est une petite molécule qui va avoir un effet assez incroyable, comme a dit Julien, hein. C'est la substance la plus addictogène qu'on connaisse si on met de côté le sucre. Elle vient imiter l'action de l'acétylcholine, se fixer dessus et générer un signal extrêmement fort en post-synaptique, avec in fine, je vous passe les détails intermédiaires, mais des pics de dopamine qui sont extrêmement brutaux et puissants et démesuré par rapport à l'effort à fournir. Parce que entre le plaisir d'une session de sport ou d'un bœuf bourguignon et l'effort que ça demande versus allumer sa cigarette et tirer dessus, le cerveau, il a vite compris qu'il y a quelque chose qui demande des efforts. Aujourd'hui, un effort financier, certes, mais un petit effort quand même, et versus quelque chose qui demande beaucoup d'efforts pour un plaisir qui, paradoxalement, est moins important. Donc rapidement, vous voyez, le cerveau, il est dans la gestion économique, hein, il va vers le plus efficace et donc vers la cigarette. Ça va modifier aussi la conformation des récepteurs, ça va exciter le neurone, et puis il y a une période transitoire derrière euh, qui va conduire à une désensibilisation de plus ou moins longue durée, ce qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'enchaîner les cigarettes et que du coup on a vraiment cette envie un peu en sinusoïde finalement. Et puis par ailleurs, sur le long terme, par contre, ça va conduire à des désensibilisations qui vont contribuer à ce que les consommations augmentent jusqu'à se stabiliser à un niveau où on sature complètement les récepteurs. Ouais, bon, tu l'as dit, Ça c'est bon, Julien. Donc, par ailleurs, il y a d'autres mécanismes d'action, notamment sur la monoamine oxydase, qui est une enzyme qui est en charge de dégrader la dopamine. Donc, vous voyez bien que on a à la fois la nicotine qui vient relarguer finalement de la dopamine dans la synapse, puis le tabac va aussi inhiber la monoamine oxydase B, qui va du coup faire qu'il y a plus de dopamine dans la synapse parce qu'elle est moins recapturée, moins détruite. Donc tout ça va amener globalement à une augmentation des concentrations de dopamine et donc à un signal plaisir plus important. D'ailleurs, les inhibiteurs de la monoamine oxydase sont des antidépresseurs puisque justement on cherchait à jouer à l'époque sur cet aspect-là. Ça augmente l'effet addictif de la nicotine, puisqu'on vient renforcer encore un peu plus l'effet de levier sur le pic de dopamine. Et puis, ça peut avoir des effets coaddictifs pour les autres substances s'il y a des polyconsommations. Ça renforce encore un petit peu plus le côté dysphorique, puisque quand il n'y a plus de fumée de tabac, il n'y a plus finalement cet effet antidépresseur-like associé. Et donc, ça renforce encore un peu plus le mal-être lorsque le patient cherche à arrêter de fumer. Ça agit aussi, parce que c'est jamais simple en addictologie, hein, ça agit aussi sur le système sérotoninergique, avec plutôt une stimulation de la sécrétion de sérotonine dans les expositions aiguës, ce qui pourrait contribuer à l'effet anxiolytique que les patients attribuent à la consommation de tabac. À l'inverse, et comme toujours, une fois que le cerveau s'est adapté, l'exposition chronique fait que on a plutôt une diminution de la sérotonine et donc un effet pro-anxiogène, enfin, un effet anxiogène, pardon, à la fois dans les consommations, mais aussi dans les moments de sevrage. Et donc là, on est vraiment coincé parce que le patient vous dit je fume parce que je suis anxieux, alors qu'il est anxieux parce qu'il fume, et dès qu'il essaie d'arrêter, c'est encore pire. Donc c'est vraiment quelque chose qui va aider à consolider les fausses croyances autour du tabac, qu'aurait des vertus anxiolytiques, et qui va entretenir finalement les consommations et augmenter le risque de rechute. Et puis par ailleurs, ça joue aussi sur un certain nombre de systèmes hormonaux comme la leptine et l'orexine, qui sont des régulateurs de l'appétit et du sommeil, qui sont aussi impliqués d'ailleurs dans le système de la récompense, et qui vont contribuer notamment à dégrader le sommeil lors des périodes de sevrage et dans les consommations chroniques, mais aussi à déréguler l'appétit, ce qui peut conduire aussi en partie au phénomène de prise de poids qu'il peut y avoir dans les arrêts de tabac, notamment mal substitués. Ok. Eh ben, merci Nicolas pour
ce point général. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nouveau. On est très en craving de questions, nous, de vos questions en tout cas, enfin de toutes les questions. Non, mais c'est bien d'avoir refait cette première partie, vous voyez, à la fois de définition et de circuit, de remettre le circuit de la nicotine, enfin, la nicotine et ce circuit de récompense. Et je trouve que c'était important parce que les choses vont arriver maintenant, c'est de se dire en pratique. Comment Hein, on fait? donc, et du point de vue diagnostic et pronostic, d'ailleurs, vous l'avez mis, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Ouais, donc, mais j'ai toujours pas de questions, hein. Donc, c'est que l'exposé que vous venez de faire, soit ça vient renforcer ce qu'on avait déjà, et on le voit avec d'autres mots, d'autres schémas. Ça, c'est bien, je trouve, de rappeler. C'est toujours important et qui va nous permettre de comprendre la suite. Merci pour cet effort d'entrée en matière. Ok, et ben alors on va passer nous aussi à la pratique, et puis de toute façon on aura un temps d'échange à la fin, notamment sur les cas cliniques. Donc là, sur ces deux prochaines parties, moi je vais traiter de la partie de l'évaluation, et puis Nicolas traitera lui de la partie de prise en charge, notamment médicaments ou non. Alors, j'ai perdu ma souris, voilà. Donc l'intérêt du craving, donc on l'a vu, c'est un symptôme qui est central. Il fait partie des quatre critères centraux d'addiction. Voilà, je vous ai listé tous les 10 autres critères. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le craving aujourd'hui, il a une place dans l'aspect diagnostic qui est extrêmement important. On en entendait parler avant, mais il n'était pas inclus dans les anciennes nosographies. Il est arrivé à partir de 2013 dans le DSM-5. Et donc, il fait vraiment partie de ces critères fondamentaux qui sont vraiment les critères de base et qui sont pas forcément, qui sont un petit peu plus importants peut-être que les critères dits périphériques qui sont plutôt des critères de conséquence. On l'a vu en plus, comme c'est un critère qui va perdurer dans le temps, il a un rôle vraiment extrêmement important. En thérapeutique, c'est devenu une cible, vraiment, ce craving, puisqu'on, encore une fois, il est à la fois prédicteur de la rechute, prédicteur de l'usage à court terme et donc persistant dans le temps. Donc, c'est devenu une cible thérapeutique du point de vue des psychothérapies, bien sûr, mais aussi de la pharmacologie. On essaye plein de molécules différentes pour essayer de le réduire. Vous savez que récemment, là, on a tout un débat qui est en train d'arriver, un questionnement sur le sémaglutide, qui est un traitement de l'obésité et du diabète. Donc, vous voyez, il y a des pistes très très larges qui sont explorées pour essayer de le traiter. En tous les cas, c'est un très bon indicateur de l'efficacité des traitements et donc dans les grandes cibles thérapeutiques d'un traitement, on a bien sûr la réduction ou l'absence de consommation, la disparition de symptômes de sevrage et le craving qui est le troisième critère important. Julien, juste pour vous dire que je viens de regarder dans le chat, c'est peut-être pourquoi nous n'avions pas de questions ou de suggestions ou commentaires, c'est que la fonction discussion avait été altérée et donc déconnectée. Et donc la Bon, fonction vient de se remettre. Donc je repose ma question avant d'aller sur ce deuxième aspect. Aviez-vous des questions sur ou des commentaires sur cette première partie où on a vu à la fois la définition du craving, hein, donc très documenté, et puis on a regardé aussi la nicotine et tous les circuits de récompense et toutes les variables. Hein, donc, y a-t-il oui, il y a encore le temps de poser des questions. Je regarde, vous permettez 2 minutes, on est en direct, hein, donc je regarde. Euh, ah ben, on a eu une question, mais la seconde partie venait d'y répondre. bah, Donc aujourd'hui, n'hésitez pas. on y va. On y N'hésitez va. pas en tout cas. Et puis du coup, Parfait. désolé d'avoir généré du craving. On vous a mis un truc en vitrine et on vous a empêché d'y accéder. Bah, c'était un cas La pratique. frustration. Donc, je referme ça pour voir mon texte et je continue du coup. Donc, un intérêt diagnostique, on l'a vu, un intérêt pronostic aussi qui est extrêmement important. Il fait partie des critères qui peuvent permettre de prédire le risque de rechute. Il y a un gros axe de recherche actuellement sur ça pour essayer de créer des outils ou en tout cas des éléments qui vont nous permettre de prédire de manière très individualisée la rechute. Donc, l'intensité du craving est prédicteur de la consommation dans les heures qui suivent. Donc ça, vous voyez, quand on demande aux gens d'évaluer l'intensité du craving de temps en temps, c'est bien. C'est encore mieux si on les aide à s'auto-évaluer par rapport à ça, puisque si le craving est haut, bah, vous savez que si derrière il y a une soirée, la consommation, elle est quasiment impossible à éviter. Et donc, il faut mettre en place des thérapeutiques adaptées. L'intensité du craving, il est aussi prédicteur de la rechute de manière générale. Et on a un lien aussi entre certains contextes et la majoration du craving. Donc, on sait un petit peu, en fonction de certains contextes, si le patient va être plus à risque ou pas. Donc, c'est un facteur pronostic qui est intéressant.
Donc, on l'a vu, un phénomène qui est complexe, multidimensionnel, fluctuant dans le temps, mais qui est pourtant clé dans le processus des repérages et de soins en addicto. Donc, comment on l'évalue en pratique? Le plus souvent, on va être sur des échelles numériques ou des échelles visuelles, parce que c'est très simple, parce que c'est très facilement répétable, c'est rapide, c'est largement acceptable pour les patients. Et il n'y a pas besoin d'une formation non plus extrêmement poussée pour pouvoir l'utiliser. Avec toujours que la question, alors la pertinence, on a pu le vérifier, elle est tout à fait, c'est tout à fait pertinent d'utiliser. La précision, c'est là où ça commence un peu à pêcher, puisqu'on a une évaluation qui est transversale. Et donc, il faut vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'on évalue spécifiquement. Quand il y a plusieurs produits, c'est le craving de quoi qu'on évalue. Vous voyez, voilà, il y a toute une question par rapport à ces éléments-là. Et puis nous, du coup, on s'est posé la question de savoir s'il y avait des outils spécifiques ou des outils généraux d'évaluation du craving, de type psychométrique, qui là, pour le coup, ont été évalués et validés. Et puis, toujours aussi cette question de la temporalité. Qu'est-ce qu'on évalue quand on leur pose la question? Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des usages multiples de substances? Donc, on a mené un travail, je fais un peu de pub, hein, désolé, un travail extrêmement important et large, donc avec Nicolas et puis avec ma collègue Cécile Miel et toute une équipe avec nous qui a été publié l'année dernière. C'était un gros travail de cartographie des outils de craving à l'international. Donc, si vous voulez une échelle de craving, vous pouvez aller piocher dedans. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tous les outils sont listés et ensuite, on les a sur le plan taxonomique, on les a classés, on les a sur le plan conceptuel, on a essayé de créer des familles. Donc cet article, il a permis de repérer donc 147 articles qu'on a inclus finalement après 4500 qu'on a triés. Ça nous a permis d'intégrer plus d'une centaine hein, d'outils, 36 outils qui ont été considérés comme originaux et 93 ensuite déclinaisons qui sont des déclinaisons où on a ou changé la langue, ce qui quand même souvent permet une revalidation de l'échelle. Et puis, il y a eu sinon des variations sur le type de comportement ou le type de produit qui était évalué par cette échelle-là. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ça. Alors, ça fait un peu peur quand on le montre. Mais donc, l'idée générale, c'est que vous voyez ici qu'on a à peu près 6 grandes familles conceptuelles sur ces échelles, et dont une qui est particulièrement importante hein, sur la gauche, qui a donné toute une série de déclinaisons en se basant sur le même modèle théorique, la même conceptualisation théorique. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas le temps de passer en détail, mais globalement, pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup d'outils qui existent et vous pouvez piocher dedans. En tout cas, vous savez, il y a, là, on ne regardera pas en détail, mais il y a aussi des validations françaises qui existent pour pas mal de ces outils. Donc, ce qu'on a pu regarder, nous aussi, c'est qu'il y avait quand même certaines dimensions cliniques qui étaient particulièrement représentées dans cette évaluation du craving. Ce qu'on va retrouver et ce qui nous paraissait assez finalement logique, c'était tout ce qui était notamment le désir de consommer et le manque de contrôle. Ça, des dimensions qui sont très présentes dans ces outils. Et puis, ce qu'on a retrouvé aussi, qui était assez logique, c'était l'anticipation d'une récompense immédiate, positive. Donc ça paraissait assez pertinent. Par contre, ce qu'on a retrouvé et ce qui nous intéresse nous particulièrement, c'est aussi l'anticipation de la gestion d'affects négatifs. Ça veut dire que dans le craving, on a à la fois l'envie de consommer, le manque de contrôle, l'attente d'effets positifs, ce qui est assez logique normalement quand on consomme une substance, mais aussi l'anticipation des effets d'apaisement, de soulagement, pardon, je vais y arriver. Donc, vous voyez, c'est un symptôme qui est, qui est presque antinomique. Il a à l'intérieur de lui-même des dimensions qui s'opposent. Et donc, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas un craving, mais des cravings et des cravings qui sont individualisés. Voilà. Dans les autres dimensions, on a bien sûr l'intention de consommer, la fréquence aussi qui ressort pas mal, et puis les pensées obsédantes. Donc vraiment un symptôme qui semble quand même être intéressant à individualiser beaucoup plus fortement. Qu'est-ce que ça a donné de manière générale, puisqu'on a quand même analysé tous ces outils pour voir s'ils étaient pertinents ou pas. Globalement, beaucoup d'outils, la plupart spécifiques des substances. Ce qui là, pour le coup, nous, est une question qui nous a interrogés. On s'est demandé pourquoi il y avait des outils différents pour un comportement qui globalement était à peu près identique. Les analyses qu'on a fait de factoriel et de corrélation ont montré qu'il y avait une bonne consistance de ces outils, une très bonne fiabilité à chaque fois, avec notamment des coefficients alpha de Cronbach qui étaient très bien, et une validité convergente lorsqu'elles sont mesurées, c'est-à-dire que les échelles, quand on les utilise, elles évaluent de la même façon, d'une certaine, enfin, en tout cas au même niveau. Ça veut dire qu'elles sont cohérentes entre elles et qu'elles sont donc plutôt, ça va plutôt dans le bon sens en termes de validité. Donc pour conclure, on est arrivé sur l'idée que c'était un phénomène multidimensionnel qui est assez unifié et cohérent, puisque les échelles, même avec des modèles théoriques différents, évaluent au même niveau les patients, et donc une valeur diagnostique et pronostique qui est assez bonne.
Alors pour le tabac, je vous ai extrait une petite échelle pour avoir un outil pratique quand même à utiliser. C'est la Tobacco Craving Questionnaire, un questionnaire qui du coup a été validé en français par des très bons addictologues français. Et donc une version courte, 12 items, qui explore quatre dimensions, l'émotionnalité, l'attente, la compulsion et l'anticipation. Donc vous voyez des dimensions qu'on a un petit peu vues tout à l'heure. Et donc plus le score est élevé, pardon, plus le craving est intense. C'est intéressant parce que ça nous permet vraiment d'aller piocher un peu dans les dimensions cliniques qui composent ce craving. Et peut-être qu'avec le patient, on travaille différemment quand c'est les items d'émotionnalité qui ressortent plutôt que les items d'attente, par exemple, hein. Donc, c'est intéressant d'avoir ces éléments-là. D'autres échelles, hein, la QSU ou la SUTS, évidemment, il y en a d'autres, hein, mais voilà, je voulais vous donner celui-là qui est quand même très simple à utiliser si c'est un outil qui vous manque. Voilà, et donc je vais céder la parole à moins qu'il y ait quelques petites questions. Oui, je vois qu'il y a des petits mots. On va voir. Hop. J'essaie de Écoutez, répondre. je pense que Nicolas fait à fond le travail. Et le Dès qu'il y a une vaisseau. question, il y répond. C'est parce que ce que vous venez de présenter, c'était intéressant. S'il y a des personnes qui veulent avoir la lecture de l'étude, il nous a mis le lien donc, que l'on mettra également avec le diaporama. Et puis aussi de télécharger la totalité de l'article. Il a mis aussi le lien, Il donc pas de est... souci. Et concernant le dernier outil, mais c'est super. C'est super ce dernier outil ça va aider très certainement les soignants qui se questionnent sur ces notions de craving. Merci beaucoup. Et vous l'utilisez vous-même? Beaucoup? Bah, nous, on l'utilise dans notre évaluation initiale. Après, Oui. moi, comme j'ai que des patients très polyconsommateurs, j'ai d'autres outils. Mais voilà, sur les patients qui sont en suivi tabaco, oui, c'est des choses qu'on peut utiliser dans le service, oui. OK. Allez, à Allez, à Nicolas. Nicolas, On enchaîne, on enchaîne. pour la J'ai le dernière micro, oui, c'est partie. bon. J'essaie désespérément de ne pas avoir les trucs de lumière dans le nez, mais ça ne marche pas. Euh, Écoutez, vous êtes très bon, Alors, vous êtes illuminé. oui, c'est ça. Euh, Alors, en termes d'approche thérapeutique, l'idée, ça a été de séparer en deux parties, hein, l'approche pharmacologique et l'approche non pharmacologique. Alors, vous verrez qu'on n'a pas voulu non plus s'étaler sur les mécanismes d'action détaillés de tous les médicaments, etc., parce qu'on ne savait pas si c'était vraiment l'objet ou l'intérêt pour vous. Donc, n'hésitez pas, si besoin, à nous réinterpeller par la suite. Et puis, évidemment, on a centré l'approche sur le craving, même si on est bien d'accord que il y a une prise en charge qui est beaucoup plus globale du tabac, hein, avec par exemple l'évaluation des complications, le traitement des comorbidités, etc. Donc là encore, ne voyez pas ce qui va suivre comme étant quelque chose de limitatif. Ah oui, non, pardon, c'est à toi de faire avancer, Julien. Ouais, ça bloque, mais c'est bon. Alors, évidemment, la première des approches, je pense que la mère des approches pour contrôler le craving, c'est la substitution. On a très peu d'addictions pour lesquelles on a une substitution disponible, principalement le tabac et les opiacés. Et c'est quand même le rêve d'avoir des outils pareils, puisque c'est le moyen le plus efficace d'aller éteindre le craving chez les patients, en apportant de manière différente finalement la substance addictogène, ou en tout cas une substance équivalente, mais qui présenterait peu ou pas du tout de risque par rapport à la substance initiale. Alors là-dessus, le tabagisme a beaucoup d'avance sur les autres. On a une diversité incroyable de supports de substitution. Je ne suis pas certain que ça vaille le coup de refaire tout un catalogue de tout ça, mais l'idée, c'est de pouvoir finalement s'adapter à la fois aux envies du patient, à ses propres croyances sur ses différents outils de substitution, à sa manière aussi de les utiliser, peut-être aussi à la typologie de son craving, à quel moment ça apparaît, sous quelle forme, avec quelle intensité, tous les paramètres finalement que Julien vous a listés juste avant. Et puis aussi de pouvoir s'adapter à sa vie, tout simplement. Il n'est pas forcément facile d'utiliser même la vape en milieu professionnel. L'inhaleur, ça peut être mal vu par certains employeurs, donc on peut s'appuyer sur des choses un peu plus discrètes. Et puis on a aussi des fenêtres temporelles qui sont pas toujours les mêmes, avec comme l'a aussi souligné Julien, et puis comme Marie je vous l'ai dit tout à l'heure, des temporalités d'action qui sont pas du tout les mêmes selon les substituts, et qui vont du coup s'adapter aux besoins des patients et à leur craving. On a des choses qui sont très rapides,
Ça va être évidemment la cigarette électronique, ça c'est une certitude. Les sprays sont relativement aussi rapides d'action. L'inhaleur un petit peu au-dessus. Puis ensuite, on va avoir les gommes et les pastilles qui, elles, sont quand même sur un profil beaucoup plus rond. Et puis les patchs, enfin, qui sont un peu le fil rouge finalement de la substitution. Ça veut dire aussi que pour pouvoir s'adapter au craving des patients et à au caractère fluctuant, il va vraisemblablement falloir s'appuyer sur, sur plusieurs finalement types de substituts différents. Et ça, je pense que pour vous, c'est clair dans votre tête, mais c'est pas du tout clair pour beaucoup de nos collègues qui sont pas spécialistes. C'est pas du tout clair non plus, je pense, pour la médecine de ville, et c'est encore moins clair pour les patients et les fumeurs qui veulent rentrer en soins. Quand on commence à leur dire qu'on peut mettre déjà plusieurs patchs, ça leur fait peur, que par-dessus le patch, on peut mettre des gommes et des pastilles, c'est encore pire. On peut même mettre de l'inhaleur par-dessus ou du spray. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment, moi, je prends l'analogie qu'on m'avait transmise de la baignoire qui fuit. On va chercher à remplir cette baignoire de nicotine par différents moyens. En allumant le robinet, ça, c'est les patchs qui sont avec un apport en continu. Avec des bols qui se versent lentement, mais qui ont une certaine quantité, c'est les gommes et les pastilles. Et puis, il peut y avoir des dés à coudre qui vont plus vite, mais qui sont fugaces, c'est la vape et le spray, par exemple. Euh, et donc, derrière, l'objectif va être vraiment d'apporter, de se mettre plutôt au niveau consigne de nicotine, dans cet état d'allostasie dont je vous parlais tout à l'heure, hein, pour faire en sorte que le corps n'exprime plus de besoin de consommer et qu'on arrive comme ça à éteindre le craving. Ce qui veut dire aussi, autre corollaire, c'est que compenser, supprimer les signes de manque physique n'est vraisemblablement pas suffisant. Et ça, c'est un principe général pour la substitution. Il est relativement simple de masquer, de supprimer les signes de manque. C'est plus compliqué d'aller supprimer le craving et ça demande des doses plus importantes. Donc, il y a vraiment toute une étape de titration à faire. D'abord, je supprime les signes de manque, ça réduit un peu l'inconfort physique. Et ensuite, je monte les doses jusqu'à venir contrôler le craving. Alors, il y a différentes études qui montrent l'efficacité, je ne vais pas m'étaler là-dessus, tu peux passer, Julien. Mais vraiment, cette idée centrale de la diversité des outils de substitution utilisés et la titration pour aller chercher la dose minimale efficace, certes, mais qui va chercher le contrôle du craving. On a par ailleurs quelques autres médicaments qui existent, deux qui ont une indication reconnue, la varénicline et le bupropion. Varénicline en rupture, bupropion pas facile à trouver, qui viennent encore une fois s'appuyer sur les mécanismes neurobiologiques dont on vous a parlé, hein. La varénicline, elle agit directement sur les récepteurs nicotiniques comme un agoniste partiel. Donc finalement, elle vient se fixer sur les récepteurs nicotiniques en ayant un effet proportionnellement moins important. Le bupropion a des mécanismes beaucoup plus obscurs et variés. On ne sait pas vraiment comment ça marche, hein, pour dire les choses clairement. Et puis, on a toute une série de médicaments pour lesquels il commence à exister des éléments de preuve. Euh, mais qui n'ont pas encore d'indication officielle. Donc on peut officiellement pas les prescrire, en tout cas ce serait hors AMM. L'analtrexone, qui est un médicament développé pour l'alcool, qui vient réguler le système de la récompense en ayant un effet sur les récepteurs opiacés mu. Le baclofène, qui là aussi a une indication pour l'alcool, vous avez dû entendre parler de ça, c'était très médiatique. Un agoniste GABA-B qui va avoir un effet de canalisant sur le système de la récompense aussi par cet effet sur les récepteurs GABA-B. Le Lanzapine, qui est un neuroleptique atypique, qui pourrait aussi avoir une certaine efficacité sur l'aide à l'arrêt et à la diminution du tabac, avec la difficulté que ça peut faire prendre du poids. Donc là, il y a des enjeux importants autour du syndrome métabolique. Et puis le topiramate, qui est un antiépileptique, pardon, qui là aussi aurait des propriétés addictolytiques intéressantes, des effets indésirables aussi qui peuvent être significatifs, mais qui semblent assez prometteurs, même si pour l'instant c'est vraiment complètement hors indication officielle. Et puis contre-indiqué actuellement pour de plus en plus de personnes, hein, le topiramate. Donc voilà, c'est vraiment une balance très spécifique pour pouvoir le prescrire. Ce serait, je pense, plutôt pour les patients les plus graves. Et je pense que pour le tabac aujourd'hui, ce ne serait pas raisonnable dans la balance bénéfice-risque de Et se lancer tout seul là-dedans. hors âge de procréer, dans tous les cas, à mon avis, pour les femmes, c'est sûr, et pour les hommes, ça va arriver. Alors effectivement, du coup, toutes les échelles que vous a présentées Julien, de la plus simple entre 0 et 10 à des échelles plus subtiles, dimensionnelles, ça va justement aider à guider finalement ces choix thérapeutiques.
parce que le principe de base, c'est vraiment par le médicament, d'obtenir une action relativement rapide et sans effort important à fournir par le patient, de contrôle à la fois de la dimension de sevrage physique et du craving, pour laisser de la place en fait à tout le travail psychothérapeutique qui va suivre derrière. Il est vraisemblable quand même que se contenter de substituer sans rien faire de plus soit pas forcément super efficace. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très bien que beaucoup de gens puissent prescrire la substitut nicotinique, mais il faut quand même avoir un message associé derrière. Et c'est aussi pour ça que des campagnes comme le Mois sans tabac sont indispensables, parce que ça permet aussi d'avoir un cadrage et un accompagnement sur la démarche, au-delà de l'effet de l'entraînement. Moi, très clairement, les enveloppes, moi, sans tabac, je les distribue toute l'année, en fait, hein. Je prescris pratiquement jamais de substitut nicotinique à mes patients sans leur fournir avec une enveloppe, moi, sans tabac. Je fais des stocks parce qu'il y a dedans tout un kit pédagogique et psychoéducatif qui est absolument indispensable pour que le patient puisse progresser et étayer finalement sa motivation au changement. On peut avancer, Julien. Donc ensuite, les approches non pharmacologiques, alors elles sont larges. Il y a des choses un petit peu innovantes, on va essayer de balayer un petit peu tout ça. Et puis les objectifs sont multiples. On a à la fois des outils de l'ordre de la psychothérapie, des sociothérapies, des thérapies à médiation corporelle, évidemment la prise en charge de toutes les comorbidités qui passent aussi par du traitement pharmacologique, mais pas que. Euh, pour arriver à finalement calibrer ces différents outils thérapeutiques, le premier élément, ça va être vraiment d'identifier les facteurs d'augmentation et de diminution du craving pour aider le patient à construire son répertoire stratégique de prévention de la rechute. Donc, dans l'augmentation du craving, on va avoir tous ces fameux stimuli dont je viens de vous parler, hein, ces indices de l'environnement, ces indices dans les interactions sociales, etc., etc., au niveau émotionnel aussi. Tout ce qui va être autour de la qualité du sommeil, parce que aujourd'hui, c'est quand même largement démontré. On vous a expliqué tout à l'heure que le tabac, pardon, perturbait le sommeil, mais un mauvais sommeil aggrave le risque addictif et le risque de rechute, puisque ça sensibilise au craving, ça peut aggraver les tableaux de sevrage aussi. Ça affaiblit les capacités cognitives et donc la capacité, par exemple, à inhiber, à résister aux envies. Et puis, ça vient sensibiliser toute la sphère émotionnelle, qui est un des premiers facteurs qui va déclencher du craving derrière. Et donc, finalement, dans l'arrêt du tabac, le traitement du sommeil semble être finalement un facteur absolument crucial. Alors, au minimum, ça peut passer par un questionnaire de type PSQI, l'échelle de Pittsburgh de plainte de sommeil, qui permet de faire déjà un premier point. Et puis ensuite, vraiment pouvoir référer à des outils d'hygiène de sommeil. Là, je vous renvoie vers un petit guide d'une trentaine de pages de l'INPES qui date un peu, mais qui est excellent, qui a une couverture orange, qui permet vraiment de donner des éléments d'information aux patients et de recadrer sur les règles d'hygiène de sommeil de base. Et si par contre on a un trouble constitué, et ça peut arriver, hein, notamment des syndromes d'apnée du sommeil obstructive, eh ben, référer à ce moment-là à un spécialiste du sommeil pour poursuivre les évaluations. Il en est de même pour l'appétit, hein. Ça nous renvoie aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'orexine et la leptine. Il y a un lien très, très clair entre le tabac et l'alimentation, avec certaines personnes qui peuvent utiliser le tabac comme un coupe-faim, par exemple, d'autres qui vont se plaindre d'une prise de poids lors de l'arrêt. Donc il y a tout intérêt à venir accompagner le mouvement d'une aide à l'arrêt du tabac par une évaluation alimentaire nutritionnelle et pouvoir accompagner aussi le patient dans une démarche de changement par rapport à ses habitudes alimentaires. Ça pourra de toute façon que renforcer positivement le processus puisque on va diminuer comme ça le craving. On peut essayer aussi de dissocier comment dire, les raccourcis cognitifs entre certains aliments et le tabac, par exemple. Et puis, on va dans le sens d'une meilleure santé globale du patient. Et enfin, il y a certains facteurs de vulnérabilité qu'on peut travailler. Alors, tous ne sont pas accessibles, mais autour de l'environnement, autour de la connaissance du patient, de sa personnalité, de son mode de fonctionnement, etc. Et puis, en miroir, on peut s'appuyer sur des outils qui diminuent le craving, la motivation au changement, évidemment, une alimentation saine et équilibrée, des exercices de régulation des émotions comme la relaxation, et puis travailler plus globalement sur toutes les stratégies de coping, donc toutes ces stratégies, pardon, qui permettent de faire face au craving et à tous les facteurs qui alimentent le craving. Le principal outil psychothérapeutique utilisé en addictologie, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales. Euh,
qui finalement, en plus de l'entretien motivationnel, qui là va être là pour faire bouger les choses au plan de la motivation et de l'état motivationnel du patient, pour l'amener progressivement à prendre conscience et à arbitrer des décisions en faveur du changement, les thérapies cognitivo-comportementales, elles vont nous aider finalement à analyser les situations de rechute, à identifier vraiment s'il y a des situations à risque particulières, et puis dans ces situations à risque, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions ressenties par le patient, des pensées automatiques qui peuvent apparaître du comportement qui va en découler. Et c'est finalement en disséquant cette séquence qu'on peut arriver à vraiment identifier ce qui peut poser problème au patient et l'aider à travailler, à construire une espèce de catalogue de stratégies assez variées pour qu'elles puissent finalement s'adapter tout le temps. Au départ, souvent, les patients ils sont sur des stratégies d'évitement pur, ce qui peut être efficace, hein, mais ça ne permet pas de se confronter à la gestion de la situation et à la régulation du craving. Donc progressivement, il faut aller vers des stratégies plutôt de diversion ou d'adaptation au craving pour que le patient soit pleinement autonome dans sa réponse au craving. Et puis évidemment, quand on peut le faire, s'appuyer sur l'entourage et les personnes de soutien, ça permet aussi, ne serait-ce que de passer un petit coup de fil quand on passe devant le bureau de tabac et qu'on a une envie qui monte, ça permet de faire un peu de diversion le temps que le craving rediminue. Et tout ça permet aussi, par un travail par petites étapes, d'essayer d'améliorer la confiance en soi du patient et donc ses capacités de changement. Alors, différents exemples. Euh, je vous parlais des stratégies d'évitement. Là, on va être sur des stratégies plus proactives de contrôle du stimulus qui vont consister finalement à identifier les situations déclenchantes. Alors ça, merci pour le guide sommeil. Ces situations déclenchantes, on peut les explorer de plein de manières. Dans le service, ça peut passer par des ateliers d'écriture où on vient faire écrire le patient sur un sujet de son choix. Ça fait monter des émotions, ça évoque des situations et ça vient permettre d'identifier des situations déclenchantes. Ça peut être aussi des stratégies de thérapie d'exposition en imagination où on demande au patient de se projeter dans une situation qui pourrait déclencher du craving. Il y a les fameuses permissions quand le patient est hospitalisé. Il y a ce qu'on va demander au patient de faire entre deux consultations. On a aussi, et peut-être qu'on y reviendra après, maintenant des outils de réalité virtuelle aussi qui permettent de plonger le patient dans un environnement virtuel. Par exemple, d'être à un arrêt de bus avec un paquet de cigarettes qui traîne au sol, d'être dans un bar avec trois personnes qui fument autour. Et puis, on a même maintenant des choses qui vont encore plus loin pour aller chercher le fameux stimulus individuel dont parlait Julien. C'est la réalité augmentée ou les films 360 où on pourrait filmer finalement, je sais pas moi, le salon du patient là où il fume tous les jours et en cabinet, en hospitalisation, en consultation, on l'immerge dans son salon, mais en réalité virtuelle, pour travailler les choses avec lui en direct. Ça évite de devoir se déplacer chez lui pour travailler au cas par cas, ce que je pense la Sécu ne financera jamais. Donc on peut avoir cet outil supplémentaire. Euh, Et puis face à ces situations déclenchantes, comme je vous l'expliquais, des stratégies de contrôle, donc l'évitement, la substitution pour le tabac, ça peut être pour l'alcool des boissons non alcoolisées, alors soit des boissons 0%, soit carrément des boissons qui changent complètement. Et là, les patients classiquement nous parlent souvent de Pulco, de Schweppes, toutes ces boissons un peu astringentes, là, un peu fortes en stimulation. Ça peut être le changement aussi, des choses très pragmatiques, hein, changer la disposition des meubles dans le salon pour éviter de se retrouver dans le canapé où on fume sa clope en entrant. Ça peut être s'astreindre à des règles aussi parfois un peu arbitraires. Ça marche assez bien, ça je trouve, de proposer aux patients de s'interdire certaines pièces pour fumer ou de s'obliger à aller fumer à la fenêtre. Ça vient en fait créer du contraste par rapport aux automatismes qui existaient. Et en fait, l'objectif, ça va être de sortir le cerveau du mode automatique où il se trouve, où il fonctionne que sur des automatismes pour se mettre sur un mode un peu plus nouveauté. Les choses ne sont pas comme d'habitude. Et ça permet au processus cognitif de résolution du problème et d'analyse de se mettre en place. Exactement comme pour vous quand vous avez sur le trajet du travail du matin une déviation. Quand vous êtes sur un trajet classique du matin, vous arrivez au travail, vous savez peut-être même plus comment vous avez fait pour y aller parce que ça s'est fait tout seul. La radio est à fond, vous chantez, vous dansez, vous faites tout ce que vous voulez. Si on vous met une déviation, par contre, le premier réflexe, ça va être de baisser le son de la radio parce que vous réallouez vos ressources attentionnelles. C'est plus coûteux, mais du coup, vous êtes plus dans l'analyse. Et c'est exactement ce qu'on fait avec les patients quand on vient comme ça générer du changement dans leur quotidien, dans leurs habitudes. Et ça passe donc par bouger les meubles, mais ça va être aussi l'activité physique, ça va être aussi remettre des repas respecter un meilleur rythme de sommeil, etc.
On peut aussi utiliser les stratégies cognitives, ça c'était une autre dimension que vous a décrite Julien, en remettant en tête pour le patient que le craving, finalement, c'est un phénomène qui est certes très désagréable, mais qu'il est temporaire. Que classiquement, il dure entre 5 et 20 minutes selon les patients. Que par contre, effectivement, il va durer des années, parfois après le début d'une phase d'abstinence. Et donc, pour certains patients, ça peut être aidant de se répéter la liste de leur motivation au changement, le fait de penser à autre chose, de s'auto-encourager, d'appeler un proche. Parfois, certains patients, ils écrivent sur un petit papier leurs objectifs qu'ils mettent dans la poche et ils le regardent quand ils ont des envies pour vraiment pouvoir cognitivement se donner des armes supplémentaires pour lutter. Ça peut être aussi les fameuses balances décisionnelles, hein, les pour et les contre de je fume et les pour et les contre de j'arrête de fumer, qui permettent de consolider cognitivement la motivation au changement. Et enfin, différentes stratégie comportementale, et alors là, on va aller très 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 large, hein. Changer de contexte, ça peut être par exemple modifier sa séquence de journée. Si on a l'habitude de fumer à telle pause, bah, peut-être faire la pause ailleurs ou avec d'autres personnes. Si on a l'habitude de fumer en rentrant du travail, peut-être intercaler une activité. Si on a un travail hyper stressant qui fait qu'on fume, peut-être changer de travail. Mais ça, c'est pas toujours possible. Donc voilà, essayer de créer encore une fois un répertoire de petites activités brèves et flash qui peuvent être utilisées très ponctuellement pour lutter contre le craving. Peut-être des activités plus de fond pour abaisser le niveau de stress et de mal-être qui alimentent de manière plus continue l'envie. La relaxation peut être mobilisable assez facilement, la méditation aussi, l'activité physique rentre aussi en ligne de compte. Ne pas oublier, et ça c'est essentiel, les comorbidités, puisque si vous avez un trouble psychiatrique par exemple qui n'est pas compensé, qui n'est pas traité, il est vraisemblable que vous n'arriverez pas à faire arrêter le tabac aux patients. Donc dépister ces troubles-là et soit les traiter, soit orienter vers quelqu'un qui peut les traiter. Et évidemment, dépister l'éco-consommation, qui sont maintenant la règle plus que l'exception, parce que souvent, un patient peut tout à fait vous dire j'ai arrêté de fumer, mais en fait il continue à fumer du cannabis avec du tabac dedans. Donc là, en fait, on voit bien que le mécanisme va s'auto-entretenir sur les consommations de joints. Et d'ailleurs, ça représente souvent des consommations enfin, des équivalents de nicotine presque plus importants qu'avec le tabagisme simple au départ. Et puis, alors, c'est pas vraiment une comorbidité, mais en termes de fonctionnement, de personnalité, comme par exemple l'impulsivité, on a aussi maintenant des outils qui permettent de les travailler et ainsi de contribuer à réduire le risque de rechute. On a remis là l'activité physique. Effectivement, hein, il y a l'activité physique pour le tabac semble assez redoutable en termes d'efficacité et même sur des choses extrêmement réduites. Là, vous voyez, on a l'exemple de l'étude de 2013 de Dawkins. 5 minutes, ce serait l'équivalent, en tout cas dans cette étude, en termes de diminution du craving d'un substitut oral, donc d'une gomme ou d'une pastille. Et de la même manière, on a pu montrer que même faire du vélo en roue libre, donc vous êtes sur un vélo d'appartement, 100 mètres de force, juste vous faites en roue libre pendant 10 minutes, ça suffit à réduire les consommations de tabac et d'alcool. Donc, pour le coup, l'activité physique, c'est quelque chose qui peut être facile à mobiliser. Par contre, il faut que le patient ait atteint une motivation suffisante. Et puis, la cigarette électronique est une alternative comportementale aussi, sur laquelle on pourra revenir peut-être en question et sur les cas cliniques, qui est tout à fait intéressante. On a fini de parler. Euh, Oui, reste quand même deux questions dans le chat. Je Oui, ne sais pas si vous les avez vues. Toujours cette question sur le dosage, l'échelle de dosage de la substitution nicotinique. Avez-vous, vous nous avez présenté une échelle de Craving. Avez-vous une échelle autre que ce que l'on apprend au quotidien avec le patient, ce qu'on fait des tentatives essais aussi? Avez-vous quelque chose à nous proposer? Restez cette question-là. Il restait aussi donc l'intérêt d'avoir une échelle. Hein, donc l'échelle, voilà, c'est ce que nous dit pour savoir si c'est suffisant. Et puis une réflexion aussi que peut-être choisir une activité gratifiante qui ne nécessite pas trop de contrôle serait quelque chose qui est aussi dans les stratégies. Voilà une infirmière qui nous dit ça sur le chat. L'avez-vous vu? oui. Je te laisse répondre à la première, Julien, et puis je réponds à la seconde. T'as pas de micro.
Il n'y a pas de micro. Je m'auto-frustre. Donc l'intérêt d'avoir une échelle, elle est effectivement sur l'intérêt d'éventuellement d'adapter après la prescription, mais elle est aussi surtout sur le fait de bien comprendre les dimensions du craving, surtout, enfin, c'est vraiment la plus-value des échelles pour pouvoir vraiment vérifier à quel moment ça va pouvoir réapparaître dans quel contexte. Donc finalement, c'est plutôt pour mieux préparer le terrain à toutes les interventions qu'on va pouvoir proposer. Pour adapter le substitut, bah, c'est comme sur les opioïdes par exemple, avec les TSO. C'est vraiment la simple présence en fait, et puis la persistance de symptômes de manque ou de craving tout court suffit finalement à dire on est sûrement sous-dosé par rapport à ce qu'il faudrait. Donc, je dirais que c'est un repère parce que ça permet de reposer la question quand on l'évalue. Mais par contre, le fait de bien le caractériser, c'est plutôt sur la préparation et la gestion du craving au quotidien, plutôt que sur le niveau seulement de... Parce qu'il existe toujours de l'idée reçue hein, sur le surdosage, sur le nombre de patchs. Il existe toujours ça en fil Ah, conducteur. Hein, donc, sachant que la titration, elle permet dans tous les cas, hein, c'est comme on a pareil sur les opioïdes avec les overdoses. Si on fait une titration et qu'on arrête quand les symptômes ont disparu, on n'a pas un risque, on n'a pas de risque en fait de générer un surdosage. Et puis là pour le coup pour le tabac, le surdosage est quand même largement inférieur en termes d'effets négatifs voilà, que la persistance du manque ou du craving. Donc hier, finalement, on a vécu aussi un webinaire et on nous a dit, allez-y, quoi. ah bah, Vraiment. Oui. allez-y, vraiment, Je on est pense que d'accord. c'est le message à retenir. Effectivement, il faut y aller à fond. Il faut soulager les gens. Mais c'est pas évident parce que vous voyez, la semaine dernière, on a un patient qui a été récusé de chirurgie odontologique parce que l'anesthésiste a vu qu'on avait mis 5 patchs nicotiniques et il était en panique en disant, mais rendez-vous compte au réveil. Mais je lui ai répondu, mais en fait, il serait pire s'il n'avait pas les 5 patchs. En fait, c'est très bien pour vous qu'il ait ces 5 patchs et qu'il soit stabilisé comme ça. Mais il n'a pas voulu le prendre. Donc le patient n'a pas eu sa chirurgie à cause de 5 patchs de nicotine. Donc il faut certes y aller franchement, mais il faut aussi faire de la pédagogie autour de soi parce que c'est pas du tout clair dans la tête des gens et dans la tête de certains collègues Professionnel, que ouais. la substitution, c'est une substitution. Donc en fait, on peut monter entre guillemets presque à l'infini. Ce qui nous limite, c'est la tolérance du patient. Et l'efficacité, évidemment, c'est pas la peine de monter trop haut. Et les patients sont les premiers à vous le dire, hein. Quand ils commencent à avoir la langue pâteuse, mal à la tête et des vertiges, ils le savent très bien que c'est trop. Et c'est eux les meilleurs experts pour ça, à mon avis. Tout à fait. Merci pour avoir répondu à la question. Il reste toujours en suspens, vous savez, l'infirmière qui nous dit, mais il faut choisir un peu des activités physiques et des activités gratifiantes qui ne nécessitent pas trop de contrôle. Oui, Donc, qu'est-ce que vous en pensez sur cette réflexion? alors je suis tout à fait d'accord. Et mon chat aussi, vous avez vu qu'il Oui, contribue au webinaire. Il était frustré aussi de rester derrière l'écran. Euh, c'est à la fois gratifiant et valorisant à plusieurs titres, hein, puisque l'idée c'est d'aller chercher progressivement à reconquérir la récompense naturelle qui a été complètement éteinte par l'addiction. Et donc là, les récompenses naturelles pour le cerveau, ça va être très schématiquement l'alimentation, l'activité physique, les relations affectives, au sens vraiment relations sociales, hein. Ça a été montré que voir des petites souris qui voyaient leurs amis avaient des pics de dopamine, alors que quand elles voyaient des souris inconnues, il n'y avait pas de pic de dopamine. Donc ça, on est au clair là-dessus. Les relations sexuelles font partie aussi des récompenses naturelles. La résolution de problèmes aussi fait partie des sources de plaisir naturel. C'est ce qui fait que de tout temps, l'humanité a inventé des casse-têtes. Donc on peut imaginer plein de petites choses comme ça, très multimodales, hein. J'ai parlé de l'activité physique, mais ce qui a super bien marché dans le service récemment, c'est le théâtre. On a fait un atelier théâtre sur 8 semaines. Et c'était incroyable de voir à la fois la performance des patients, mais aussi le plaisir qu'ils ont pu en retirer. Il n'y en a aucun qui a rechuté sur la période. Donc, à la fois effectivement des petites activités gratifiantes et valorisantes qui peuvent être mobilisées rapidement. Donc là, ça peut être voilà, un petit jeu casse-tête, ça peut t'appeler quelqu'un qu'on aime bien. Et puis des activités un petit peu plus de fond qui vont permettre à la fois de reconquérir cette récompense naturelle et puis reconstruire aussi une estime de soi et une confiance en soi. il y a toujours cette question, vous voyez, je pensais qu'on avait été clair, hein, mais vous voyez que ça persiste. Il y a tout de même une dose maximale pour le dosage des patchs ou pas du tout. Donc ça reste. Moi, vous avez parlé de tolérance, hein, donc du patient. Je disais, mais apparemment, il faut que vous le redisiez. Ça paraît encore quelque chose qui perdure. Bah, il faut bien vous dire qu'encore une fois, hein, l'idée, c'est de faire disparaître les symptômes de manque pour pas créer d'inconfort, de faire disparaître le craving.
et aussi de faire disparaître ce qu'on appelle l'effet renforçant, puisque si vous alimentez le cerveau de manière très très forte en nicotine, il faut vraiment prendre l'image, moi je trouve, du péage. C'est le bon exemple, je trouve, ou du parking. Si vous remplissez un parking avec toutes les bagnoles, bah, la nicotine de la cigarette qui va arriver derrière, elle n'aura pas de place, elle va ressortir. Et donc, elle ne va pas générer d'effet renforçant chez le patient, il ne va pas avoir envie, il ne va pas en ressentir de plaisir simplement. Donc, je dirais la seule peut-être limite, c'est ce que disait Nicolas, c'est la tolérance du patient. À partir du moment où le patient il a des nausées très fortes à cause de la nicotine, probablement que c'est un petit peu haut. Et si c'est quand il fume qu'il a la nausée, bah pour le coup, ça va peut-être même créer un renforcement négatif inverse sur le fait que le fumé redonne un peu la nausée. Donc Mhm. voilà, je dirais pas de tolérance, pas de niveau max. Nous, on est monté effectivement, comme dit Nicolas, jusqu'à 5 voire plus parfois pour certains patients. Imaginez bien que des gens qui fument beaucoup, 40 cigarettes par jour, plus 20 joints par jour, ils ont des besoins en nicotine qui sont colossaux, hein. Donc, si on n'apporte pas ce qu'il faut par les patchs, on les met à demi-dose. C'est comme si vous aviez voilà, deux plaies, vous en mettez un pansement que sur une et vous vous dites, mon Dieu, le patient perd du sang. Bah oui, il faut bien couvrir l'ensemble des besoins pour éviter d'avoir à faire perdurer la maladie. Donc, pas de dose max théorique, je dirais, tant que c'est bien toléré par le patient. Pas besoin non plus d'en mettre 25 si c'est stable avec deux. Hein, on ne vous dit pas de recouvrir le patient. Mais par contre, il ne faut pas s'interdire de monter à dose efficace, comme d'ailleurs pour les TSO. On nous rappelle aussi dans le chat que, bien sûr, sur l'activité physique, il faut d'abord un accord du cardiologue ou une preuve d'effort. Enfin, si tu es, bien évidemment, on nous rappelle ça. On nous dit merci, moi aussi, je fais des kits, je fais du stock pour les kits moi sans tabac. Puis on a une question qui nous arrive aussi, qui est je n'ai pas bien compris l'effet de la nicotine sur la sérotonine, vous savez, et la différence entre l'exposition aiguë et chronique. Voilà. Et après, on reviendra sur la formation des professionnels de santé, hein, bien évidemment. Alors, je rebondis tout de suite sur la question activité sportive en majuscule parce que c'est très important. Vous noterez qu'on ne parle pas d'activité sportive dans ce diapo, on parle d'activité physique et c'est volontaire. Parce que l'activité physique, en fait, c'est une acceptation beaucoup plus large et ça peut être de faire du jardinage, par exemple, ou ne serait-ce que de marcher pour aller chercher son pain. Et pour les patients qui souffrent d'addiction, je pense qu'il y a même un élément supplémentaire à rajouter, c'est l'activité physique adaptée, c'est-à-dire une activité physique qui est le plus souvent portée par des enseignants en activité physique adaptée qui sont issus de la filière STAPS en France, qui s'est spécialisée dans l'adaptation de l'activité physique, certes aux besoins et aux envies des personnes, mais aussi à leurs limitations physiques et psychiques. À ce titre-là, effectivement, s'il y a une Vous en comorbidité avez dans vos cardiologique, services des APA? oui, Tout à fait. oui, oui. Alors, c'est pas facile à financer, hein, mais c'est dans le cadre de projets de recherche pour moi et puis dans le cadre d'un hôpital de jour pour Julien. Ce qui permet en fait de proposer de l'activité physique, même très douce, à des gens qui sont parfois très détériorés physiquement. Pour vous dire, dans mon service, en fait, on leur propose même dès la semaine d'arrivée dans le service, donc ils sont en plein sevrage et on leur propose déjà de l'activité physique. Alors, je banalise pas du tout, hein. Je suis d'accord que pour reprendre une activité sportive, il faut parfois un certificat médical. S'il y a une comorbidité cardiologique ou le moindre risque là-dessus, évidemment, demander un accord cardiologique, mais on peut quand même ouvrir maintenant la porte de l'activité physique et notamment adaptée à des gens qui ont des limitations physiques. Et ça, je pense que même la Société française de cardiologie, maintenant, l'identifie bien. Le préconise même. Donc, on a bien parlé d'activité physique adaptée. C'est pour ça que je voulais reprendre sur le chat et c'était très important. Vous avez répondu, vous utilisez 5 patchs, mais des patchs à quelle dose? Et vous avez répondu 5 patchs à 21 milligrammes, à 21, pardon, milligrammes. Et voilà, je pense que j'ai répondu à toute la question, sauf l'effet de La la sérotonine. nicotine sur la sérotonine. Je n'ai Alors, pas oublié. c'est pas forcément l'effet de la nicotine, d'ailleurs, c'est plutôt l'effet de la fumée de tabac, en l'occurrence. Et donc, au départ, effectivement, sur les premières consommations de tabac, on peut avoir un effet plutôt d'augmentation des niveaux de sérotonine, ce qui va générer potentiellement un effet anxiolytique non, peut-être pas euphorisant, ça c'est excessif, mais en tout cas un petit effet anxiolytique chez les patients. Et cet effet-là, j'ai l'impression que dans la tête des fumeurs, ça reste gravé toute la vie, hein, puisque c'est définitif, ils vous disent tous que la cigarette leur apporte du soulagement. Et en fait, dès que la consommation de tabac va devenir régulière, on va perdre cet effet-là, voire même c'est l'inverse, on va plutôt avoir tendance à diminuer les niveaux de sérotonine, ce qui va avoir tendance à renforcer la symptomatologie anxio-dépressive.
Si vous rajoutez à ça qu'en plus la dépendance physique se met en place et qu'à l'arrêt du tabac, on a une certaine nervosité, un mal-être, une dysphorie qui s'installe, et ben là, la boucle est bouclée. On a tout à fait le schéma où le patient vous dit quand je fume, je vais mieux, quand je fume pas, je vais moins bien, et qui va entretenir finalement les schémas de consommation. J'espère que j'ai répondu à votre question, du coup. Oui, puis juste Pour pour moi, c'était compléter, très clair. il y a Il quelques... reste quand même, vous qui êtes des chercheurs aussi, y a-t-il des études pour pouvoir justifier auprès des membres des personnels de santé que le dosage, le titrage, est aussi en fonction de la tolérance, mais qu'on peut y aller, qu'on peut en mettre plusieurs? Est-ce qu'il existe des études sur ça? Pour Oui, convaincre, oui, oui, pour il y a se des dire que c'est pas une études. aberration, c'est bien en lien dans un parcours Alors, de il y a des réussite. études et puis il y a des recommandations hein, aujourd'hui internationales. La substitution, en fait, elle fonctionne toujours de la même façon. Là, pour le coup, j'ai pas l'étude sous la main, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver sans difficulté. Et dans les recommandations, il y a aussi des recommandations qui se basent sur des grades hein, de qualité des données scientifiques. Et là, on sait qu'on a des recommandations de très haut grade hein, sur ces substituts nicotiniques, sur la façon de les utiliser et sur la limitation qu'on peut avoir. Et très honnêtement, si on avait une limite max, ça serait très largement connu et très largement diffusé en termes d'information. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire, peut-être que ça, on l'a pas assez précisé, mais qu'on a aussi des variabilités interindividuelles physiologiques. Et que donc, se dire qu'une dose standard est la même pour quelqu'un, on va être très caricatural, hein, mais pour une jeune femme de 18 ans et qui fait peut-être 40 kilos et un homme de 70 ans qui en fait 120, vous vous doutez bien que ça vous paraîtrait totalement irrationnel de dire que la même dose est suffisante. Donc, le nombre de patchs, il n'a pas grand intérêt. Ce qui va nous intéresser en réalité, c'est la concentration plasmatique de nicotine qui doit être celle que le patient, enfin que la personne en tout cas, a en général pour être bien. Elle doit même être sûrement plus adaptée pour pouvoir ne plus avoir de craving. Et puis, il y a cet aspect de saturation des récepteurs aussi quand on sature, qu'on met ces médicaments. Et ça, on ne peut pas le mesurer. On ne va pas mettre des électrodes dans la tête des gens. Donc, finalement, on le surveille de manière clinique. Et c'est pour ça que dans tous les cas, c'est un peu ce qu'on fait. On substitue à la dose la plus adaptée entre j'ai plus de symptômes d'un côté et je n'ai pas ajouté de symptômes négatifs de l'autre. Et c'est ça qui doit être le guide finalement de la prescription, le confort du patient. Plus c'est confortable, moins il a de symptômes qui persistent et plus ça va être efficace dans le temps. En tout cas, je suis quand même preneuse pour mettre C'est parti. avec le diaporama de l'étude des recommandations et des hauts grades. Je suis intéressée pour pouvoir le partager avec l'ensemble des internautes On va ce trouver sur matin. sur Alors la après, on a la SNP. question de la femme enceinte, hein. Bien évidemment, c'était quelque chose aussi qui m'interpellait, mais ça a été posé. Donc, y a-t-il des recommandations particulières chez la femme enceinte? Alors, chez Alors, la femme enceinte, je vais juste peut-être moi faire le point sur les TSO, Nico, puis si tu veux, si tu as des données de plus pour le tabac. Donc, pour la femme enceinte, il y a toujours cette question ouais, effectivement de la substitution. Pour les opiacés, moi, c'est ma spécialité pour le coup au quotidien, donc je peux vous en parler de manière très très claire. On a déjà une contre-indication à ne pas maintenir ces traitements chez la femme enceinte, puisqu'on sait que supprimer une substance de manière brutale va générer du sevrage et donc va être très stressant au niveau de la grossesse. Et puis, on va avoir un volume de diffusion du médicament qui va augmenter. Et donc, pour les TSO, en tout cas, une nécessité non seulement de maintenir, mais souvent d'augmenter la dose pour arriver à maintenir à nouveau cette notion de concentration plasmatique qui soit correcte et suffisante pour la patiente, quitte à rediminuer ensuite un petit peu une fois que la grossesse s'est achevée. Nico, si tu veux peut-être compléter. sur les dosages en eux-mêmes. Pour la grossesse, ouais. Enfin, en tout cas, Ah, sur la grossesse. Alors, sur la grossesse, on est un peu, on est un peu coincé sur la grossesse parce qu'on a des pictogrammes sur les boîtes qui sont assez scandaleuses, à vrai dire, puisque c'est hérité du passé. C'est une manière pour certains de se couvrir des risques Hmm. potentiels, alors même qu'aujourd'hui, on a des données, mais alors qui sont extrêmement nombreuses sur l'absence de risque malformatif pendant la grossesse. Ça, c'est très, très clair. L'absence aussi de fétotoxicité, même si on sait que la nicotine passe dans le placenta. Au contraire, même les poids de naissance et les taux de prématurité sont améliorés sous substitut nicotinique par rapport aux femmes qui n'en mettraient pas et qui continueraient à fumer. Euh, et, euh, et paradoxalement, le métabolisme de la nicotine, de la nicotine, pardon, est augmenté chez la femme enceinte, comme pour beaucoup de médicaments. Donc on devrait même augmenter finalement la substitution nicotinique pendant la grossesse, plutôt que de ne pas le faire. Donc
Je pense que là, pour le coup, il faut vraiment dépasser ces pictogrammes. Il faut le dire, le redire aux femmes. Moi, j'ai eu des patientes à qui le gynécologue a dit, ou la sage-femme ont dit d'arrêter les patchs pendant la grossesse et qui se sont remis à fumer. Là, il y a pas de, il y a pas de débat, en fait, hein. Le tabagisme est 1 milliard de fois plus dangereux que la substitution. Et donc, au contraire, pendant la grossesse, il faut substituer et même potentiellement augmenter les dosages, avec toujours dans le viseur cet indicateur qui est le confort de la patiente, faire tout pour qu'elle ne refume pas et ne pas aller non plus trop haut pour qu'elle ne soit pas inconfortable. C'est pas du tout un problème pour l'enfant à naître. Éventuellement, on peut prévenir enfin, c'est mieux de prévenir les pédiatres. Il y aura peut-être un petit peu de nervosité chez l'enfant les premiers jours, mais il n'y a pas de risque d'addiction au tabac augmenté chez un enfant à naître pour qui la maman aurait été substituée. Si par ailleurs vous devez argumenter tout ça, tout ce que je vous dis là auprès de collègues, moi je vous incite vraiment à aller vers le site de référence, je vais vous le mettre d'ailleurs, qui s'appelle le CRAT, C-R-A-T, le centre de référence sur les agents On nous l'a thérapeutiques. mis d'ailleurs, hein. Il y Il a l'a mis, Marjorie merci. qui nous l'a mis. Vraiment, Super. c'est bien. Mettez-le, Voilà, mettez-le dans le chat, c'est super. c'est la référence opposable quand on a des questions À mon là-dessus. sens. Ouais. Euh, et vous avez même une fiche qui est faite spécifiquement sur les substituts nicotiniques. Il faut vraiment se battre pour sortir de ces fausses croyances autour de l'effet qui serait délétère de la substitution nicotinique chez la femme enceinte. Des études sur comment diminuer les patchs pour y finir, pour in fine finir pour s'en passer. J'ai vu ça passer dans le chat. Ah, ça, Vous c'est pas avez tout, hein, facile. ce matin? Je connais un certain nombre de professeurs d'addictologie en France qui ont du mal à lâcher les substituts nicotiniques, effectivement. Je ne donnerai pas de nom. Non. Euh, alors, peut-être ça rebondit aussi un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Au-delà du fait que les patchs, ça amène du confort, etc. Au plan neurobiologique, le fait d'avoir un apport continu comme ça en nicotine, ça va contribuer à accélérer la désensibilisation et le retour à l'état d'équilibre du fonctionnement des neurones cholinergiques. Donc, il faut quand même un certain temps pour que ça arrive, et la substitution, manifestement, va aider à revenir à ce point d'équilibre. Il n'empêche que, d'une part, ça prend du temps, et puis que par ailleurs, le craving dont on vous parle depuis le début met beaucoup de temps à s'éteindre. Et autant dans les autres addictions, il n'y a pas de substitution, ben, le patient se débrouille pour gérer son craving, autant dans le tabac, ou les opiacés, on a cette substitution qui peut donner l'impression au Oui. patient, même si son cerveau est revenu à l'état de fonctionnement normal, que c'est la substitution qui l'aide finalement à contrôler le craving. Donc, c'est extrêmement dur de vous dire quel délai il faudrait mettre avant de commencer à diminuer. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup de réassurance à faire auprès du patient. Il y a aussi tout le travail psychothérapeutique et toutes les thérapies non médicamenteuses associées à la substitution qui doivent monter en force une fois que la substitution est en place, bien stabilisée et qu'elle fait le travail. Et puis après, eh bien, si on voit qu'il y a des difficultés à lâcher la substitution. On peut essayer de désescalader tranquillement, peut-être en changeant les formes, par exemple. Certains utilisent la vape aussi pour passer à des liquides de moins en moins dosés jusqu'à des liquides sans nicotine. Mais on voit bien que même la vape sans nicotine, certains ont du mal à la lâcher. Et donc ensuite, c'est des petites stratégies comportementales potentiellement. Et là, on revient sur le brin d'herbe pardon, de Lucky Luke, les cure-dents de certains, la balle à malaxer, jusqu'à ce qu'on arrive progressivement à se détacher de tous ces automatismes comportementaux qui, comme je vous le disais, sont très enregistrés dans la mémoire et qu'ils ont beaucoup de mal à lâcher. Néanmoins, j'ai des collègues quand même qui ont réussi à sortir des gommes à mâcher, donc c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que c'est un enjeu assez oublié, qui est crucial en fait, c'est la fin de la substitution. Et dans tous les cas, c'est vraiment, comme disait Maryse, à la carte. On ne force pas, on donne de l'information, par contre, il ne faut pas laisser le patient dans le statu quo, mais in fine, c'est quand même le patient qui calibre la désescalade. Juste faire un tout petit parallèle parce que c'est une perspective qui est actuelle pour les opiacés qui, j'espère, peut-être un jour arrivera pour le tabac. Vous savez peut-être que les traitements de substitution pour les opiacés en France, on a quand même voilà, connu une grosse révolution là en ce moment, puisqu'on est passé de traitements substitutifs quotidiens, ce qu'on fait pour le tabac également, à des traitements substitutifs par injection hebdomadaire ou mensuelle. Et vous imaginez bien que quand on n'a plus à prendre tous les jours son substitut parce qu'il est déjà présent quoi qu'il arrive, eh ben, on arrive à désapprendre, à déritualiser cette prise et ça aide énormément à effectivement pouvoir faire cette diminution de substitution avec pour le coup une diminution extrêmement lente de la quantité de substituts.
Donc voilà, c'est peut-être, en tout cas, ça nous donne une indication sur comment ça se fait de manière extrêmement qualitative cet arrêt. Et pour la nicotine, il y a peut-être des choses à inventer, mais en tout cas, ça serait une piste intéressante d'avoir des substituts plus longs et qu'on n'a pas forcément à prendre de manière répétée. Donc, ou des patchs très très longs, mais je crois que ça n'existe pas, ou alors on mettrait des cartes routières sur le dos des gens. En tout cas, il y a sûrement des pistes et l'idée, c'est vraiment prendre son temps et faire à la carte. Maryse a tout à fait raison. Oui, alors vous avez préparé 6 vignettes cliniques, il est déjà 11h30, vous Ah oui, on voyez peut y aller. donc il faut qu'on avance aussi. Merci pour tout ce forum de discussion, c'est important hein, de pouvoir. Est-ce on y va sur les Allez, on y vignettes, va. Donc, lesquelles? voilà, il y a 6 petits cas cliniques. On vous invite à ne lire que celui qui va être traité. En Les gras. autres, on va les faire après parce qu'ils sont un peu plus légers, mais on peut quand même les lire si on force un peu. Donc, première vignette clinique qu'on voulait vous proposer, un truc assez classique. Une personne qui a arrêté et qui vient vous revoir parce qu'elle a refumé après 3 mois d'arrêt en vous disant que c'était plus fort qu'elle. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça implique? Bon, évidemment, vous savez un peu de quoi on va parler, mais qu'est-ce que ça implique comme symptôme? Comment éventuellement vous abordez la question avec elle, et puis quelle serait peut-être aussi votre stratégie, en imaginant que c'est quelqu'un où on a bien fait les choses, donc qui est déjà substitué et qui a déjà une TCC en cours. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne? Le chat est ouvert. On valorise. Ah, c'est bien. Ah, c'est un bon point de départ, On effectivement. valorise toujours, même si c'est pas terrible, on valorise quand même, je suis d'accord. Alors, le temps que les autres écrivent, on va rebondir sur ce qui se dit, mais continuez à écrire, n'hésitez pas à donner un peu Oui. vos points de vue, hein. Non, même en mots-clés, hein, faites pas des phrases, voilà, mais faites des mots-clés, Donc, on peut. effectivement, le point de départ au plan motivationnel, c'est la dédramatisation. Il faut surtout pas que la rechute soit perçue comme un échec définitif. Donc, on dédramatise sans banaliser pour autant, hein. On reconnaît que c'est difficile pour la personne parce qu'elle respecte pas l'objectif qu'elle s'était fixé. Pour autant, valorisation tout de suite derrière. Il y a une réussite en termes de durée d'arrêt. Peut-être le petit point bonus, on va dire, au plan de l'entretien motivationnel, c'est d'essayer de ne pas se contenter de valoriser le résultat puisque la valorisation de résultats, c'est ce qui marche, ça marche, mais c'est ce qui marche le moins bien dans la valorisation. L'idéal, c'est de valoriser le processus, d'avoir mis en place finalement cet arrêt pendant 3 mois. Et même encore mieux de valoriser les compétences et les capacités du patient. Donc, au lieu de dire c'est super, vous avez tenu 3 mois, on peut dire quelque chose autour d'une phrase du type ce qui est intéressant, c'est que ça montre que vous avez les compétences de tenir l'arrêt puisque ça a tenu pendant 3 mois. Et là, vous voyez qu'on est sur un niveau de valorisation qui est encore supérieur et qui va encore plus renforcer la motivation. Ensuite, J'entends demander les circonstances, le voilà. Exactement. contexte. Là, on a quand même du coup effectivement probablement la notion qu'un craving a survenu à ce moment-là, parce que c'est plus fort que la personne. Donc probablement qu'on a effectivement loupé peut-être un contexte particulier. C'est très important, vous avez raison, de repréciser le contexte dans lequel c'est arrivé. Donc essayer de connaître voilà, le contexte, essayer du coup de trouver des stratégies d'évitement, des stratégies alternatives qui auraient pu être mises en place à ce moment-là. Demander si les stratégies d'urgence, s'il y en avait, ont été utilisées ou si c'était pas adapté, bah, peut-être qu'on essaie d'en retrouver d'autres. Et puis effectivement, bah, la question de majorer le traitement se pose à ce moment-là pour permettre à se dire on est un petit peu plus haut en nicotine et ça permet d'éviter que ce craving, s'il apparaisse, en tout cas, soit trop intense. Alors pour certains, c'est ça. On peut aussi mettre des anxiolytiques si besoin pour certains patients s'ils n'ont pas envie de monter plus fort en termes de substituts. Mais en tout cas, voilà, une action sur la thérapeutique, les thérapeutiques doit clairement être mise en place, je pense, pour cette personne. Et puis, vous l'avez bien dit, hein, on est valorisant, on est content cardiaque et confirmé. C'est Oui, ils se vrai. valorisent, vous voyez, ils sont bons. Hein. Ce matin, les Bon. 45 personnes autour de la table sont bons. Hein. Voilà, toutes les remarques Ils après semblent étaient très, très efficaces. tout à fait adaptées. Donc voilà, de la bienveillance évidemment, du renforcement positif de ce qui peut être renforcé, et puis réadapter peut-être effectivement la thérapeutique. Alors, on va passer à la vignette suivante. Une personne qui, du coup, j'adore, qui bon, s'est sevrée effectivement et qui est ex-fumeur de coup depuis 3 ans et qui a encore des envies ponctuellement très fortes, envahissantes de tabac et qui se demande si c'est normal, au bout de 3 ans, de continuer à avoir ces envies extrêmement importantes. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette personne, du coup? On nous dit les TCC sont à revoir. Si la reprise est provoquée par une situation, les TCC sont à revoir.
Oui, on peut effectivement retravailler sur, enfin, vérifier si les envies, elles réapparaissent toujours au même moment. Et effectivement, à ce moment-là, en TCC, travailler sur le comportement et la situation en tout cas, et puis effectivement retravailler dessus. Qu'est-ce qu'on lui dit à ce monsieur qui fait pas d'effort? C'est normal, Il a qu'à se bouger. c'est normal. C'est normal, il y a On a des toujours des flashs. C'est le fois. craving. On réexplique ce qu'est le craving. Ok. On fait un effort pédagogique encore. Hyper pédagogique. Alors, ce qui est important de dire aussi, c'est que le temps est un allié extrêmement précieux en addictologie. Et le craving, il a beau persister comme ça dans le temps, et même peut-être des fois, il arrivera 10 ans plus tard, et ça n'empêche pas que le risque de rechute réduit quand même avec le temps, hein. Il faut quand même avoir Mhm. ça en tête, notamment si le craving, bah, on va leur dire aussi, il sera de moins en moins fréquent, de moins en moins intense. Et surtout, le risque de rechute, au bout de 3 ans, il est quand même assez radicalement baissé. Au-delà de 5 ans, ce sera encore plus important. Donc peut-être être rassurant aussi par rapport à ça. Le craving, c'est une expérience que vous allez rencontrer. Peut-être aussi retravailler la balance décisionnelle parce qu'elle permet à ce moment-là, pas forcément au démarrage, mais à ce moment-là, en tout cas, elle va permettre d'être armé avec des arguments à soi-même pour ne pas rechuter dans les moments où le craving revient le plus fort. Et puis, effectivement, le cerveau n'est pas un disque dur que l'on efface. Nicolas l'a dit aussi tout à l'heure, la trace et la vulnérabilité, elle est toujours là. Ça sera toujours une solution pour le cerveau dans les moments de stress intense notamment. Donc, c'est bien de savoir que cette solution, elle va être proposée et de pouvoir ne pas la choisir éventuellement. Donc, avoir d'autres stratégies avec la TCC ou avec la pharmacologie. Et puis, éviter d'avoir des bonnes raisons, en tout cas, de ne pas retourner à celle-là. Ça J'ajouterais peut-être marche? que c'est bien d'en parler à ses proches parce que on a quand même souvent la pensée magique des familles de se dire oh putain, c'est bon, c'est le chat. On a souvent les pensées magiques que parce que le traitement est en place, parce que le patient est abstinent, tout est réglé. Et parfois, les proches ont du mal enfin, les patients, pardon, ont du mal à parler à leurs proches des envies qu'ils ont, parce que ce serait vu comme une marque de faiblesse, etc. Donc, c'est effectivement très bien de pouvoir dire, c'est normal d'avoir des envies persistantes comme ça. C'est du craving quand c'est à ce point-là fort et envahissant. Et à la limite, ça peut être bien d'en parler aussi aux proches pour qu'ils comprennent qu'en fait, traiter l'addiction, c'est une maladie chronique et que c'est quelque chose qui leur prend la tête et qui leur demande des ressources pendant des années après le début de l'abstinence. Alors, on dit que le craving est autonome, mais se nourrit de l'environnement et on demande sous quel visage il est réapparu, etc. Très bien, on peut le comparer à des cravings des vagues de moins en moins intenses. C'est exactement ça, c'est une bonne métaphore. Une mer qui va se calmer, une mer agitée qui va se calmer. Et puis, effectivement, on a des patients qui, moi j'en ai un maintenant, alors c'est sur du chemsex, pas tout à fait pareil, mais il voit son craving de manière amusée maintenant. Vous voyez, il le regarde et il dit, mais t'es ridicule en fait, petit Craving, je n'ai même pas envie de te considérer. Et il le voit avec presque, je dirais pas affection, mais en tout cas, il le voit avec beaucoup de recul et ça l'amuse que cette pensée-là puisse lui passer dans la tête. Donc effectivement, c'est un petit peu ce que vous disiez. Merci aux internautes, hein, parce qu'ils sont vraiment inventifs et puis Vous êtes très c'est bon. pas mal. Ça nous fait Alors, progresser aussi. Merci. question suivante. Troisième situation. J'ai commencé les patchs, c'est top, mais en soirée, je ne peux pas m'empêcher de fumer. Qu'est-ce que vous lui dites? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on lui met un patch sur la bouche ou comment vous voyez les choses? Donc on est sur des soirées, des moments un peu conviviaux comme Vraiment, voilà. ça, c'est bien ça, hein. Festif, un petit peu, Attention à la prise d'alcool, voilà, de ne plus alimenter. sortir LOL, c'est pas interdit. De plus sortir. Alors ça peut être le cas au début, hein. Les gens, ils font ça souvent, hein. Ils se Ouais. brident sur certains trucs. Voilà, plus de sorties, plus Moi, de l'idée relations. qui me venait, c'était d'augmenter les doses, mais non. Si, augmenter, Ah ben c'est augmenter écrit d'ailleurs. voilà, augmenter les doses, mais Ah oui, même c'est pas pour écrit. la soirée, pour tout le temps, hein, probablement. Et ça veut dire qu'en exposition, voilà, c'est plus difficile. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, hein, entre l'hôpital où on fait des thérapies voilà, un petit peu généralisées, standardisées versus la vraie vie. Bah, la vraie vie, on voit que l'intensité, elle est plus forte. Et donc, le substitut qui était très bien à l'hôpital, il est peut-être insuffisant dans la vie réelle. Donc, pas hésiter effectivement à monter de toute façon le substitut lent et puis peut-être lui Voire d'autres. proposer toujours d'avoir, avant de rentrer dans la boîte, peut-être prendre un substitut oral de manière systématique, etc. Voilà, SNO dans la poche, c'est une très bonne idée d'en avoir. Et bien expliquer effectivement ce contexte, voilà, ce concept de concepts environnementaux, de tous les cues qui vont lui sauter dessus pendant la soirée avec un marketing
voilà, de l'alcool, du tabac qui est quand même très fort, hein, dans ces milieux festifs. Donc, c'est important d'avoir. Et on nous dit peut-être utilisation de la vape. Qu'est-ce que vous en pensez là, alors qu'il n'était pas utilisateur de la vape? On nous dit pas dans le cas. Qu'est-ce Dans que le vous en cas. pensez? Alors, la vape, bah, de toute façon, il y a l'aspect En quand même. zéro nicotine, hein, j'entends bien la Ouais, remarque. interdiction. Bah, j'ai même envie de dire que même avec nicotine, pourquoi pas, hein, si c'est un moment très à risque pour lui et qu'il y a un besoin de rajouter de la nicotine, pourquoi pas? Ça peut être un moment. Vous disiez augmenter que pendant la soirée les substituts, c'est peut-être une façon de substituer un peu plus fort. Alors, ce que vous faites là avec la vape, vous pouvez le faire avec des comprimés ou avec des pastilles ou avec des gommes. Mais si c'est ce qui est le plus fonctionnel pour lui, si ça permet de garder cet aspect au début, un petit peu comportemental. Moi, c'est pas un truc qui me paraît choquant. Je sais pas, Nicolas, ce que tu en penses, mais ça me paraît pas choquant. Le temps, en tout cas, que l'orage et que la marée est un peu refluée. Non, non, ça me paraît pas choquant. Après, ça renvoie aussi à plusieurs autres concepts. C'est à la fois que on s'est beaucoup posé la question de la dose maximum, mais il y a aussi la dose moyenne en fait. Et il faut bien se rappeler que le craving est un processus dynamique et que les patients sont pas des robots qu'on a réglés une fois pour toutes. Donc les besoins en substitution vont évoluer au cours du temps. Souvent, on parle beaucoup des émotions négatives, de la douleur, des deuils, etc. Mais les émotions positives aussi peuvent avoir tendance à augmenter la charge de besoins et d'envie de fumer. Et puis par ailleurs, ça nous renvoie aussi à notre humanité dans le sens où il y a toute une composante à la fois psychologique et comportementale là-dedans. C'est même pas tant parfois le besoin en nicotine qui va compter là que les automatismes finalement de consommation dans des contextes de convivialité. Donc la substitution peut venir solder la partie physique. Ça peut aussi mettre une espèce de garde-fou, parce que si on est très substitué, une cigarette en plus va très vite être mal tolérée et ça va stopper tout de suite la consommation. Mais il y a aussi tout le côté comportemental qui peut être travaillé. Et moi, dans ces contextes-là, ce que je propose aux patients souvent, c'est en intermédiaire d'aller reconquérir la convivialité hors produit en essayant de voir leurs amis dans des contextes conviviaux, mais où le produit n'a pas forcément sa place. Donc là, ça pourrait être par exemple d'aller faire une marche ensemble ou une activité physique ou faire une activité en intérieur aussi, là où il n'y a pas du tout la place pour du tabac. Et comme ça, progressivement, réhabituer le cerveau et le psychisme à de la convivialité et à du plaisir, à des émotions positives où le tabac n'est pas associé. Ça marche, c'est très clair. On Alors, avance? la question suivante. Le patient qui revient vous voir, ça marche pas du tout vos gommes et vos pastilles. Ça Ça m'entend? arrive tout le temps. La personne n'est pas assez dosée. Eh ben, je pense que vous avez raison. Donc, il y a plusieurs choses, hein, sur ces substituts. Alors, on l'a eu tout à l'heure en échange, hein, dans le canal, il y a toujours les bons amis ou certains peut-être professionnels de santé mal informés qui vont dézinguer votre prescription. Alors ça, mais ça arrive tout le temps. Et nous, on a beau être un centre addictologique CHU à niveau 3, etc. On se fait quand même recaler nos prescriptions par des pharmaciens, des fois juste pour 2 patchs, hein. Donc, et ne pas hésiter à faire beaucoup de pédagogie. Moi, j'hésite pas à dire aussi aux gens, attention, certains vont vous faire des remarques sur ma prescription. Donc, je les informe d'emblée. Je dis, voilà, on en discute ensemble. Je vous ai expliqué le rationnel. Des gens vont vous dire probablement que ce que je vous ai prescrit, c'est inadapté. Mais voilà, moi, je vous explique comment ça fonctionne, pourquoi je le fais et que c'est tout à fait pertinent. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, si ça marche pas du tout, une substitution, c'est qu'on est en dessous de la dose. Donc, d'un côté, il faut dire aux patients, eh ben, c'est qu'on a peut-être mal jaugé la sévérité, ou alors vous avez été trop prudent peut-être au démarrage, et pas hésiter, il faut monter la substitution à un bon niveau. Et puis vous avez raison, mettre en place tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas forcément lié directement à ça, mais tout ce qui va aider, donc moins de prise de poids, moins de stress, vérifier si le patient utilise correctement. Je Mm. reprends un peu toutes vos réponses, hein, vous avez que des bonnes réponses. Qu'il les met correctement. Il y en a beaucoup qui, par exemple, les enlèvent la nuit et me disent, mais le matin, je suis déchiré, j'ai envie de... Bah oui, mais si vous avez arrêté la nuit, vous vous êtes mis en sevrage. Donc, il faut vraiment reprendre ça avec eux. Est-ce que c'est fait comme il faut? Et puis, effectivement, est-ce qu'on a les bonnes modalités aussi de substitution? Est-ce que ça lui convient bien? Est-ce qu'il y a besoin de choses? En tout cas, pour dire qu'un patch, enfin, en tout cas, que des substituts ne marchent pas, il faut quand même y aller, hein. Il faut quand même monter à une très bonne dose. Et effectivement, si ça ne fonctionne pas, ce qui arrive quand même rarement, on a d'autres formes de traitement. C'est, il faut leur dire qu'il y a des deuxième et troisième lignes aussi. On peut dessiner. Moi, je dessine beaucoup avec mes patients. Nico, je sais que tu fais pareil, hein. Beaucoup de schémas.
pas hésiter à leur montrer, hein, voilà, la grande courbe bien plate du substitut, les petites vaguelettes qu'on peut rajouter quand il y a une petite vaguelette qui arrive aussi. Et effectivement, bien rassurer les gens. On part quand même d'un truc compliqué, mais nous, on a l'habitude des psychiatres, hein, c'est que les gens ont toujours tendance à penser que ce qu'on donne, ça marche pas et qu'en plus, on en donne trop. Donc, bien expliquer les choses. On n'est pas là pour les surcharger de produits, on est là pour donner la dose juste. Alors sur le cas précédent, et c'est vrai que la remarque est arrivée juste après, sur les soirées, mais on avait quand même cette idée que parfois l'alcool va endormir. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le chat et que la personne va rechercher les effets stimulants de la nicotine. Je me rends compte que, nous dit Marjorie, qu'on se rend compte qu'on l'associe forcément à l'alcool, à perspective de soirée, mais c'est un autre sujet. Voilà ce Alors, elle avait mis comme remarque sur le sujet. J'ai commencé les patchs, c'est top, mais en soirée, je ne peux pas m'empêcher de fumer. et tout à fait, c'est tout à fait réaliste, hein. Et c'est pour ça que bon, l'alcool, nous, c'est un travail qu'on mène en ce moment avec Nicolas sur l'alcool en milieu festif. Il a une place démesurée en termes d'intérêt, enfin voilà, en tout cas de ce qu'on peut mettre comme message et comme rituel, notamment en France, hein, où on est quasiment dans l'incapacité de prévoir un milieu festif sans alcool. Et c'est même pire que ça, c'est que même dans les messages de santé publique qu'on fait passer aujourd'hui, l'alcool, il est toujours présenté comme quelque chose d'inévitable. Et c'est vrai qu'en soirée, vous avez raison, l'alcool est un peu sédatif à un moment donné, et certaines personnes vont chercher l'effet stimulant de la nicotine ou aujourd'hui d'autres choses, puisque une autre mode qui est actuelle, c'est toute la mode des sodas caféinés ou stimulants, de tous ces prémix avec ces boissons très sucrées, très stimulantes, avec des pseudo-stimulants. Donc il y a vraiment un effet effectivement de compensation, de renforcement, avec notamment chez les jeunes, nous on l'a identifié, des motivations à consommer qui sont liées effectivement à la recherche de plaisir, mais aussi à la recherche de gestion d'affects négatifs. Et là, à nouveau, les stimulants vont être un outil pour essayer d'éviter cette consommation. Donc, vous avez tout à fait raison. La soirée, c'est un contexte quand même particulier. Le milieu festif est un côté particulier. Et je ne parle même pas des autres substances qui tournent en soirée. C'est un C'est autre. pour ça que je me permettais de revenir là-dessus. Mais Bien on peut fait. avancer. Allez, cas suivant. J'ai peur d'arrêter de fumer car je suis sûr que je vais grossir. Bon, là, on sait que vous avez la bonne réponse. Ouais, je crois que ça a déjà été mis la réponse dans le chat. J'ai répondu plus haut, nous disant, mais oui, le tabac finit par Faire faire grossir grossir le faire ventre par avec la de la brioche. graisse viscérale qui est dangereuse. On finit par avoir de la brioche. Ben, c'est là où la neurobiologie va vous aider, hein, pour pouvoir expliquer un petit peu les liens qui existent, pour aussi pouvoir montrer que c'est pas dans la tête ou c'est pas une faiblesse, encore une fois, de caractère, hein. C'est pas les patients qui ont inventé le lien entre tabac et leptine ghrelin. C'est pas non plus les patients qui ont inventé le circuit de la récompense. Donc là, on a quand même à l'arrêt du tabac tous les éléments en faveur d'une prise de poids, puisque on a l'appétit qui va augmenter, on va récupérer aussi l'odorat et le goût, donc on va retrouver une certaine appétence à manger. On a besoin de s'occuper les mains parce qu'il n'y a plus de cigarettes dedans. On a besoin de trouver un moyen d'occuper les pauses, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pause sans cigarette. Donc en fait, et puis évidemment, il y a la perte de récompense que représente l'arrêt du tabac et donc la compensation par une recherche de récompense alternative. Donc tous les ingrédients finalement sont en place pour une prise de poids magistrale. Et ce qui va permettre justement de juguler ça, c'est de pouvoir contrôler le craving au maximum. Et là, la substitution est importante. Et effectivement, une substitution adaptée ne fait pas prendre de poids à l'arrêt du tabac, à la condition, comme vous l'a dit Julien, de vérifier que la substitution est bien utilisée, qu'elle est bien supportée et qu'elle est bien comprise aussi par le patient. Alors, bien évidemment, ça dépendra de ce qu'il va grignoter, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on a aussi une hygiène, hein, donc de travail derrière à mettre en place, hein, dans cet accompagnement. On explore, on nous dit cette crainte, prise de poids lors des dernières tentatives. On en profite pour faire la promotion de la remise en mouvement, nous dit, mais oui. Hein, Oui, donc, je pense que c'est Pas c'est banalisé. un double effet qui se coule. C'est-à-dire que c'est ça. faut pas nier le risque de prise de poids parce que là, vous allez vous décrédibiliser. Je pense que c'est vrai qu'il y a un risque de prise Prise de de poids poids. lors de l'arrêt du tabac. C'est d'autant plus vrai que la substitution est mal conduite. Oui. Après, on remet les choses en perspective. Arrêter le tabac, c'est aussi en général pour un objectif de santé. Ça va libérer du temps et une marge financière. Et donc, ça peut tout à fait rentrer dans le travail motivationnel d'intégrer l'activité physique comme un des objectifs.
à la fois pour remettre en place une activité plaisante et récompensante, une activité valorisante, socialisante, occupante, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais aussi pour juguler potentiellement les grignotages, en tout cas se permettre des grignotages qui sont souvent essentiels pour le patient à certains moments, mais en dépensant les calories surconsommées par l'activité physique. Oui. Donc, on nous met à bien évidemment ne pas se décrédibiliser, vous l'avez dit. Et donc, on passe parce qu'on avance. On a. Allez, le dernier cas 47, le critique. dernier. À chaque café au travail, c'est terrible, le besoin de fumer revient très fort. Ah, Pour arrêter le café. Faut arrêter de travailler. Oui, voilà, ouais. On peut arrêter de travailler aussi. Voilà, vous ça, l'avez c'est un dit, peu. mais là, bon, je vous suis plus, hein. Bon, c'est un petit cas qui a vocation à faire un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu C'est au-dessus, ça, hein, hein. autour des associations comportementales. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez connu cette campagne. Je faisais un stage d'été dans une grande entreprise à l'époque de Fridan qui offrait des petits sachets avec des Fridans avec le café qu'on achetait, enfin qu'on prenait au resto du personnel. Ils avaient fait ça dans plein de grandes boîtes en France. Et l'idée était très clairement de se mettre sur ce sillon-là de l'association Café Clop en mettant un café Fridan et que les gens finalement viennent automatiser la prise d'un chewing-gum après le café du midi, en alléguant certaines choses, hein, ou effectivement le petit carré de chocolat qui va avec le café. Donc là, on est vraiment aux prises avec ce qui fonde l'addiction, cette mémoire procédurale, mémoire des habitudes, et cette association comportementale extrêmement forte. Ben, je pense qu'ils ont compris parce qu'on nous dit, hein, ailleurs, instaurer une autre habitude, Prendre avec, du thé. vous voyez, une récompense aussi, autre chose que le café. Donc, je pense que, Tuer comportementalement, ça c'est vrai que ouais. c'est important. On en parle un peu moins en général, mais la substitution, elle n'est pas que pharmacologique. On peut mettre des comportements effectivement de substitution. Voilà, changer son format de tasse, c'est une très bonne idée. Changer de type de boisson, Prendre un mettre déca, mais bon, voilà. Non, mais un café aromatisé, par exemple, c'est une ben façon de oui, avoir moins le goût du café, de moins oui. associer. Mais voilà, c'est des choses qui sont très fortes, hein, donc, en termes de messages neurologiques et de cues. Donc, c'est intéressant de chercher effectivement à désapprendre. Boire du thé, bien évidemment, si on aime, on l'avait dit, hein. Il y a le thé qui a été mis d'ailleurs dans le chat, hein. Tout à fait. La nicotine, je crois, diminue les effets de la caféine. Ah, est-ce que c'est vrai ça? En tout cas, il y a une compétition sur l'effet stimulant, c'est probable. Alors après, là, je sais pas. Vous me posez une colle sur s'il y a un effet pharmacologique pur, ça, je ne saurais pas vous dire sur les effets propres de la caféine. Ça, ce serait à creuser. À creuser. Parfait. Autre chose? Les petites questions Mais qui c'est restent. pas mal, hein. Je pense qu'ils ont bien répondu là. Ah bah, c'est Qu'est-ce que un vous en pensez? très bon groupe. Ah oui, Vous vraiment? allez pouvoir aller porter tous ces messages encore plus. Donc, Ben c'est oui. À la fois, ça les a réinterrogés sur les pratiques. Je suis sûre qu'on a appris. Ah ben voilà, on nous dit le métabolisme du café est augmenté quand on fume. Donc voilà, Alors oui, d'accord. Par ce biais-là, oui, par ce biais-là. le Donc tabac agit on sur les vous, cytochromes, qui sont des enzymes hépatiques qui métabolisent plein de choses, dont les médicaments et dont effectivement la caféine. Ok. Alors, on a passé un très bon moment, vraiment. Et c'est vrai que, vous voyez, on est parti de cette envie du fumeur, des solutions. Vous nous avez apporté des grilles, même si j'attends beaucoup aussi des recommandations et du high grade, level grade. J'attends aussi beaucoup sur ça. Et donc, c'était vraiment super. En plus, on a fini avec des vignettes, ce qui a permis aussi de faire le lien, hein, dans tout ce que l'on a, de tout ce que l'on a vu. Ça nous a résumé les choses. Moi, j'ai encore appris plein de choses. Je pense que le public aussi. Donc, merci beaucoup pour toutes ces approches thérapeutiques et autres, parce qu'on a exploré le tout, hein. Donc, c'était vraiment super. Très belle présentation. Un grand merci. D'ailleurs, vous voyez, nos remises à connaissance sont toujours importantes. Je vois arriver le questionnaire de satisfaction parce que vous savez que ce sont des webinaires qui sont plébiscités, mais aussi financés, hein, financés par l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, qui nous donne des moyens pour pouvoir rétribuer, organiser de façon logistique ces webinaires. Et donc, on met un questionnaire de satisfaction que, si c'est rempli, on vous mettra aussi à disposition. Faites-le. C'est pour nous un gage que l'on a bien réussi
ce webinaire, que ça vous a apporté énormément de choses. Merci beaucoup, mais riche, clair, merci beaucoup. Vous voyez le chat, vous l'avez pareil que moi. À refaire, à refaire. Non, vous ne croyez pas. Merci beaucoup, merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir ce matin avec nous pour parler de ce sujet. Vous savez que ça continue jeudi prochain après-midi et vendredi matin. Tous les jeudis après-midi et les vendredis matin, nous nous voyons pour la campagne Moi sans tabac qui démarre, qui est en pleine action là, puisque les outils sont arrivés et donc les professionnels ont besoin d'avoir toutes ces connaissances pour les motiver à y aller. Merci beaucoup à vous. Merci Julien, merci Nicolas, merci au Avec public plaisir. qui était là. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Merci, merci Julien, merci Nicolas, c'était super. Vous voyez, C'était très bien, oui, très sympa. on a rempli le temps qui était imparti. On a eu le public qui était en correspondance. C'était chouette. Vraiment, moi, j'ai vécu un bon moment. Vous aussi? Oui, oui, c'était sympa. Agréable, ouais. Ouais. D'accord. Bah, je suis Les content. Eh gens ben, réactifs. je vous remets tout ça, on s'écrit. Ça marche. Et puis, bon appétit à Bien. tous. Ah bah oui, on va aller Merci. manger. Merci, Merci je garde beaucoup. encore un peu le chat des fois que j'aurais raté, mais non, vous n'avez que des merci. Vous Bonne n'avez journée. que des Merci merci pour cette présentation. pour la présentation. Ouais. Et donc, vous me mettez par mail? Oui, pour les recos, tu veux dire? Oui, les recos, plus le PowerPoint avec, il y a une coquille, j'ai vu, tu m'as dit qu'il fallait corriger. Je corrige, je peux, hein, mais C'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Stimuli, Stimuli, ouais, troisième stimuli. diapo, là, Ouais, je vais ou corriger quatrième, je Simi. sais plus. Et les recos, bah, je vais te remontrer. En fait, c'est des recos HAS hein, Ouais, ben de je les ai, donc. et ça. En fait, voilà, sur le grade, c'est des grades B par rapport à la dose. Ah, Il y a un d'accord. peu sous-dosage sur dosage. Ah oui, Et d'accord. et il y a bien un reco aussi de grade B sur le TNS à dose Ah, suffisante d'accord. et prolongée. Ok, Donc, donc, ok. je sais qu'il y a une mise à jour qui a Mais été c'est parce que je lancée. pensais que c'était la mise à jour, mais comme j'ai quitté, je Non, fais plus partie du groupe, je pensais que c'était la mise à jour des non, recos. bah, je pensais qu'elle était sortie aussi, tu vois, et parce Non, qu'elle a mais été je pensais lancée que l'an pour le mois dernier. sans tabac, ça allait sortir pour Ouais. novembre. Mais ils l'ont pas, à mon avis, ils l'ont pas Ah, fini. d'accord. Et donc, du coup, j'ai rien dit au groupe. Je me suis dit, ah, c'est sorti, je les ai Non, pas. non, 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 non. Je pensais aussi que c'était sorti, mais non, c'est Ah oui, les d'accord. anciennes. Ah, super. Bon, on va regarder ça. Ouais. Merci à vous. Bon appétit. Bon Et puis, appétit, les Bon à très appétit, bonne bientôt. journée. J'espère à très bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci. Et vous avez vu les articles, la revue est passée, les articles sont, la revue Alcoologie, Addictologie est de Oui, j'ai vu nouveau passer sur le les mail. rails. Très Euh, bien, oui. Ça va le faire. Vous savez que si vous souhaitez être dans les comités éditoriaux, j'ai fait passer une petite, on est à la recherche, voilà, de jeunes, de jeunes, de jeunes. Ah bah écoute, on est encore un peu jeune, ça va. Ouais, donc parfait. Merci, à très Avec bientôt à plaisir. vous. À Au Au revoir. bientôt. revoir et encore merci. Merci à toi.